Très bien. Bah, écoutez, on est très, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Donc, je m'appelle Arnaud Goulière, donc je suis l'un des fondateurs donc de l'application Koala Family. Donc, c'est une application c'est l'application de la parentalité positive. Et donc, j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui ce webinaire. Je suis accompagné de Cécilia Martinez, qui va être pour moi un précieux soutien pour l'animation de cet événement. Donc, avant d'entamer ce webinaire, donc on a quelques précisions sur le déroulement de celui-ci à vous donner. Donc, on a à peu près une centaine d'inscrits et on espère effectivement que les personnes vont nous rejoindre progressivement. Alors, je vous invite normalement, et je crois que c'est automatique, à couper votre micro afin que ça soit le plus confortable possible pour chacun. Vous avez la possibilité de poser des questions tout au long du webinaire. Il suffit pour ça simplement de taper votre question dans le petit espace de discussion de Zoom. Là, c'est la petite bulle que vous voyez en bas d'écran. Et donc, Cécilia va récupérer les questions et va progressivement les poser à nos trois intervenantes. Voilà, donc ça permettra de canaliser un peu l'ensemble. Autre précision, donc comme je vous l'ai dit, le webinaire est enregistré, il sera rediffusé. Donc voilà, on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Donc c'est pour nous aussi l'occasion, ce webinaire, d'évoquer la sortie d'une nouvelle version de notre application qui s'appelle Koala Family, sortie qui aura lieu donc mardi prochain à l'occasion de la Journée mondiale des parents. Donc c'est une application qui est complètement gratuite, hein, qu'on a développée durant la crise sanitaire. C'est un collectif de professionnels, d'experts, mais aussi de parents qui ont été impliqués dans la création de cette application. Et l'objectif de l'appli, c'est de vous accompagner sur le chemin du bien-être parental, familial. Et donc, la principale nouveauté de cette application, donc, qui sortira mardi prochain, c'est la création d'un nouveau service qui s'appelle l'atelier des parents positifs. C'est ambitieux, hein. Donc, l'atelier des parents positifs, c'est un programme d'accompagnement qui va vous permettre de progresser sur le chemin de la parentalité et qui va vous permettre de développer les 10 principales compétences parentales. Donc, c'est un programme qu'on a développé avec une association qui s'appelle l'Association francophone d'éducation et de promotion de la santé, la FEPS, et aussi avec le soutien d'un organisme qui s'appelle l'Œuvre Falleret. Voilà. Donc, on a la chance aujourd'hui d'être entouré de 3 experts donc de la parentalité, de l'enfance et de la prévention. Donc, je vais vous présenter en quelques mots et je vais surtout remercier d'ores et déjà pour leur participation aujourd'hui même et aussi pour leur soutien dans cette aventure Koala, dans cette aventure qui est liée à la création de cette application. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir autour de nous donc Myriam Kassen, qui est psychologue et thérapeute familial à l'Institut Michel Montaigne. Alors, vous aurez le droit de préciser aussi quelques éléments, parce que je ne vais peut-être pas forcément dire l'ensemble de vos missions et de tout ce que vous avez pu mener jusqu'à maintenant. Et donc, n'hésitez pas à compléter, hein. On a la chance aussi Nadine Coton, qui est psychologue de la prévention et de promotion de la santé à l'Association francophone d'éducation et de promotion de la santé, donc l'AFEPS, et Héloïse Junier, donc, qui est docteur en psychologie et psychologue, spécialiste de l'enfant, et dont le dernier ouvrage s'intitule, et je vous invite à découvrir, s'intitule « Ma vie de bébé de 0 à 3 ans, les mystères de son petit cerveau en développement ». Donc un ouvrage dans un format aussi assez original, très, très intéressant. Voilà, donc le webinaire va débuter. Donc, on a choisi un format qui va être plutôt un format de conversation. Donc, je vais poser quelques questions à nos intervenants. On va balayer l'ensemble des thèmes autour de cette question centrale. Comment rester un parent positif durant la crise sanitaire? Et peut-être en commençant déjà par une question autour de cette approche de la parentalité positive. C'est quoi être un parent positif? Et peut-être aussi nous dire finalement qu'est-ce qui caractérise la parentalité positive aujourd'hui. Et donc, je vais inviter peut-être chacune des intervenantes, parce que c'est intéressant d'avoir votre regard aussi sur ces 3 thèmes, à vous exprimer sur ces questions-là. C'est quoi être un parent positif et qu'est-ce qui caractérise la parentalité positive aujourd'hui? Voilà, donc je vais laisser la parole peut-être dans un premier temps à Héloïse, si tu veux Ouais. bien, Héloïse. Et je peux ouvrir le bal, hein, sans problème.
Alors après, je pense que c'est vrai que la notion de parentalité positive, déjà, je pense que le mot positif, il peut un peu heurter un peu il peut mettre mal à l'aise parce qu'effectivement, qui dit positif dit qu'il y a des parents qui sont négatifs et du coup là, on tombe au piège joint dans une problématique qui nous gêne tous, hein. Mais c'est vrai que c'est ce qui a été choisi aussi comme terminologie un peu officielle pour la décrire. Après, moi, j'aime parler des questions un peu plus démocratiques, c'est-à-dire où les parents n'ont pas comment dire, un plein pouvoir et il y a une forme de coopération, de respect de l'enfant comme un être en développement, comme un être sensible, en construction. Et donc, du coup, pour appliquer un cadre, on va appliquer un cadre de manière non violente, de manière plus stratégique. Et surtout, enfin, je pense que ce qu'est la parentalité positive, hein, c'est le fait en fait, de se baser sur des preuves scientifiques. Aujourd'hui, il y a énormément de recherches qui portent sur l'enfant, sur sa vulnérabilité, sur la parentalité, sur les pratiques qui fonctionnent, les pratiques qui sont un peu décriées parce qu'elles font un petit peu plus de mal au cerveau de l'enfant. Et donc voilà, donc je pense que la parentalité positive repose en fait sur tous ces fondamentaux qui ont été alimentés par la recherche scientifique. Donc c'est pas juste des projections de notre part ou des avis un peu subjectifs, c'est vraiment on se base sur les preuves en fait enfin à mon sens, hein, c'est comme ça que je l'aperçois quand on parle de parentalité positive et on n'assoit pas son pouvoir de manière pyramidale et descendante, mais plus de manière démocratique et coopérative avec l'enfant, ce petit être miniature en plein développement et fragile du coup, de fait. Voilà mon Ouais, point de très vue. bien. Donc, avec une entrée qui est vraiment cette idée d'ancrage scientifique, voilà, qui est vraiment au centre aussi de cette approche parentalité positive. Oui, c'est super important, c'est très important. C'est pas un nouveau courant en fait qui sort de nulle part. Ce nouveau courant, il s'ancre sur des années et des années de recherche. C'est important de le préciser aussi. Ouais. Ouais, je crois que c'est un point de départ qui est important et qui est intéressant. Nadine, voilà, de ton niveau aussi, ça peut être intéressant, je pense, de t'entendre là-dessus, sur la parentalité positive, sur Alors, ce que ça recouvre il y a Nadine qui vient de pour dire que toi. son micro ne fonctionne plus sur la discussion Ah, commune. alors le temps que ça se... Ah, bah c'est tout bon, tu arrives à... Parfait. Je ne pouvais plus le faire moi-même, en fait. Fallait que tu me le remettes. Alors oui, merci Héloïse, puisque je pense qu'on partage effectivement la même analyse avec ce mot positif qui est quand même gênant, puisque ça voudrait dire qu'il y a des pratiques négatives. Donc là, on est bien sur l'ensemble des pratiques parentales, effectivement, qui permettent en fait un développement optimal de l'enfant, que ce soit d'un point de vue moteur, psychologique, physique. Et l'idée, et ça repose effectivement sur toutes ces dernières recherches des 30-40 dernières années qu'on a dans plein de champs différents, de l'éducation, de la psychologie, de la sociologie, des neurosciences, etc., et qui nous donnent des pistes vraiment très concrètes. Si je vous donne un exemple très concret, effectivement, on a beaucoup utilisé la fessée comme pratique parentale et qui souvent n'a pas été décriée parce qu'on estime que ça aidait effectivement à éduquer l'enfant. Et finalement, grâce à toutes ces recherches, on s'aperçoit en fait de l'effet de ces pratiques et qui sont effectivement pas optimales pour le développement de l'enfant et ensuite pour sa place dans la société. Donc la parentalité positive, voilà, c'est le fait en fait de prendre en compte toutes ces recherches, tout ce qu'on sait sur le développement optimal de l'enfant, et puis de le mettre dans un contexte parental de pratique et voilà, de façon d'être face à l'enfant. Effectivement, je rejoins Héloïse sur le fait qu'on est moins sur l'autorité absolue de c'est moi le chef et fais ce que je te dis, et plus dans l'écoute aussi des besoins de chacun, nos propres besoins de parents et les besoins de l'enfant et comment on s'accorde pour, voilà, pour que tout le monde puisse se développer de façon optimale. Oh, bah, très bien, merci beaucoup. Myriam, à ton niveau, bah, alors Je pense que Myriam a la même, voilà, même Tu problème. réactives ton micro, Myriam, oui. J'ai tous les droits aujourd'hui, hein, donc Ah, quelle puissance agréable. Est-ce que je peux te redonner Voilà, bah, normalement ça marche. Parfait. Ok, est-ce que tu peux nous laisser réactiver nos micros alors du coup, parce que je pour le vais débat, modifier ça sera quand même plus simple sans pour les temps. intervenants au moins. Donc finalement, moi je vais reprendre l'appellation parentalité positive et ce qu'elle suggère en creux qui serait une parentalité négative, voire nuisible. Donc je suis thérapeute familiale et je suis aussi spécialiste du trauma. Et je vais vous expliquer pourquoi le lien. Ça ne me gêne pas, moi, le terme de parentalité positive. C'est une parentalité qui permet aux parents de se sentir compétents. Donc c'est positif pour les parents. La parentalité positive, c'est ce qui permet aux parents, et c'est ce qu'on fait en thérapie familiale, de trouver des ressources là où ils pensent qu'ils n'en ont plus.
C'est aussi quand ils sont en burn-out parental, ou quand ils pensent qu'ils sont les plus mauvais parents du monde parce qu'eux-mêmes ont été très mal élevés, très humiliés, très battus. Ils ont le sentiment, il y a une part d'eux-mêmes qui savent qu'ils ne font pas exactement ce qu'il faudrait pour leurs enfants, même s'ils ne connaissent pas les dernières recherches sur le développement du cerveau de l'enfant. Donc une parentalité positive, je dirais que c'est une parentalité qui, dans la famille, permet de se soutenir un peu mutuellement, en se disant que, ma foi, on fait au mieux, qu'on n'est pas parfait, mais il y a des difficultés. Par contre, de fait, oui, je souligne, sans pour autant penser que les parents sont coupables, qu'il y a une parentalité non pas négative, mais qui est préjudiciable au développement de vos enfants. On ne peut pas ne pas dire aux parents que selon leur comportement, les enfants auront des troubles ou pas. Il y a des troubles comme les troubles du spectre autistique ou les troubles du déficit de l'attention avec hyperactivité, qu'on connaît bien maintenant, qui sont des troubles neurodéveloppementaux, qui échappent évidemment, en particulier les troubles du spectre autistique, totalement à la qualité des relations avec les parents. Mais par ailleurs, pour ce qui est, par exemple, des futures addictions, éventuellement des troubles oppositionnels, pour tous ces enfants qui ont des problèmes de régulation émotionnelle, eh bien, la régulation émotionnelle des enfants s'apprend avec la régulation émotionnelle des parents. Donc, nous, en thérapie familiale, c'est très important pour nous de pouvoir dire aux parents, ce que vous faites n'est pas adapté au développement de votre enfant, mais ce que vous faites est adapté à la façon dont vous avez été élevé, à la façon dont vous avez vécu votre histoire. C'est un mode adaptatif, c'est normal, c'est adapté à votre histoire. Et nous, en tant que thérapeute familial, on va bien sûr essayer, et c'est pour ça qu'en même temps, on a aussi fait maintenant depuis 13 ans un centre de traumatisme, de traitement du traumatisme psychique, parce que bien des réactions de parents qu'on va juger inadaptées pour le développement de l'enfant, c'est-à-dire inadaptées. En fait, avec les neurosciences aujourd'hui, ça signifie qu'il doit enclencher un système de production du cortisol, qui est une hormone de stress, et qui va faire que le cerveau de l'enfant, pour être très simple, ne va un peu moins bien se développer que si ce cerveau de l'enfant n'avait pas affaire à cette armée d'ennemis qui est le cortisol. Donc, on va essayer de voir avec les parents, à chaque fois qu'ils ont, par exemple, ils piquent une crise de colère, ils insultent leur enfant, ils vont le punir, qu'est-ce qui s'est réactivé en eux comme trace traumatique qui fait qu'ils sont débordés par leurs émotions. Voilà, donc nous, c'est l'axe, si vous voulez, de travail. Et je pense qu'un des points très importants pour nous en thérapie familiale par rapport à d'autres écoles de thérapie familiale, c'est évidemment d'avoir intégré la question de la réactivation traumatique. C'est-à-dire, on peut avoir des parents qui ont des psychotraumas et donc vont être complètement inadaptés à ce qui se passe avec leur enfant, mais inadaptés aussi pour eux, pour se réguler et tout ça. Et puis, on peut avoir des parents qui n'ont pas de psychotrauma, mais qui vont avoir des réactivations traumatiques, on en parlera, voilà, et qui peuvent être préjudiciables pour leur enfant, c'est clair, mais pour eux aussi, puisqu'après, et ça c'est une des clés d'entrée dans le burn-out parental, on en parlera après, bien après, c'est la culpabilité qu'a le parent de n'avoir pas fait ce qu'il pense qu'il aurait dû faire. Ah bah merci beaucoup Myriam, c'est très intéressant. Peut-être aussi toujours autour de ce thème de la parentalité positive, est-ce que c'est donné à tout le monde? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être finalement simple à aborder et comment l'aborder très concrètement? Comment aller sur ce chemin de la parentalité positive? Est-ce que tout le monde peut y aller ou est-ce qu'il y a des conditions préalables? Ça m'intéresse aussi de vous entendre sur ce sujet-là. Je ne sais pas si l'une ou l'autre vous souhaitez réagir. Je pense à Nadine aussi sur l'accompagnement que vous faites sur ce chemin, vous appelez ce chemin de la parentalité positive au quotidien avec les parents que vous accompagnez. Oui, alors cette question, elle pose effectivement, et c'est ce dont vient de parler Myriam, c'est-à-dire que finalement, la difficulté principale, c'est que la plupart du temps, dans nos éducations à nous, on n'a pas été dans ce type de pratique parentale dite positive. On a plus souvent, effectivement, éventuellement reçu des gifles ou des fessées, où on s'est entendu dire ne te mets pas en colère, ne sois pas triste, donc une négation des émotions et des besoins. Et c'est ce qui rend du coup ce chemin un petit peu plus compliqué dans le sens où on n'a pas ce modèle-là. Ouais. Même d'un point de vue sociétal, même dans les films, dans les publicités, dans les débats, etc. Quand je vois que le mot parentalité positive pose débat et qu'il y en a qui s'y opposent, ça pose quand même question. Ouais. Malgré tout ça, bien sûr qu'il n'y a pas de conditions. Tous les parents, bien sûr, peuvent s'engager avec l'envie. En fait, tous les parents, moi je rejoins beaucoup ce qu'a dit Myriam et ce qu'a dit Héloïse, c'est-à-dire les parents,
ils veulent ce qu'il y a de mieux pour leur enfant, ils veulent le bonheur de leur enfant. Enfin, franchement, moi, j'ai jamais rencontré un parent qui m'a dit « je veux que mon enfant soit malheureux ». Ouais. Donc, à partir de là, souvent, ce qui pêche, ça peut être effectivement la société, l'éducation, le manque de connaissances, le manque de confiance en soi, de ne pas savoir comment faire. Et là, il y a plusieurs façons. Du coup, effectivement, il y a des accompagnements, il y a des structures qui peuvent accompagner, il y a des groupes, il y a des applications comme Koala Family, du coup, pour les parents qui se sentent en capacité de prendre l'application et effectivement de progresser avec. Donc, il y a vraiment beaucoup de chemins. Moi, j'ai travaillé dans beaucoup de contextes différents et il y a une vraie joie des parents de retrouver justement cette force-là, de se dire, en fait, il est possible de faire autrement et de rétablir finalement cette bonne relation familiale. Donc, non, il n'y a pas de… Voilà. Enfin, pour moi, en tout cas, il n'y a pas de contraintes et d'interdictions ou de parents qui pourraient ne pas y accéder. Est-ce que il y a quelque chose aussi dont on entend souvent parler, est-ce que c'est finalement une méthode qu'on pourrait qualifier un peu de miracle pour finalement tout obtenir de son enfant sans qu'il crie, voilà, est-ce qu'aujourd'hui c'est une méthode qui permet finalement assez facilement d'élever son enfant? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense encore à Nadine. C'est une méthode miracle. Moi, je commence toujours mes ateliers avec les parents en disant « je suis vraiment désolée ». Alors, il y a la bonne nouvelle. Ouais. La mauvaise nouvelle, c'est que ce n'est pas une baguette magique, effectivement. On ne va pas venir à un atelier 2 heures et là, voilà, on va faire une activité et puis l'enfant, par magie, oui maman, oui papa, bien sûr que je vais faire mon lit tout de suite. Donc, effectivement, ce n'est pas une méthode miracle. Par contre, moi, j'invite toujours les parents, c'est comme dans toute parentalité, c'est-à-dire il y a des répétitions. Il ne faut pas croire que c'est parce qu'on le dit autrement qu'on aura besoin de moins le dire, puisque le développement de l'enfant, il est tel qu'il y a besoin de beaucoup de répétitions. Par contre, le miracle, pour moi, il est dans le but, en fait. Qu'est-ce que le parent veut pour son enfant? Il veut un enfant qui soit heureux, qui soit bien dans ses baskets, qui soit bien avec lui-même et qui soit bien dans la société avec les autres. Et en fait, pour moi, il est là le miracle, c'est-à-dire que c'est justement ce qui va permettre à l'enfant de s'adapter, d'être bien, comme le disait Myriam, d'éviter les addictions, les comportements à risque. Donc, ça a des effets surtout, ça a des effets sur la santé, sur la réussite éducative, sur les comportements. Donc, il est là le miracle. Par contre, effectivement, dans les pratiques au quotidien, il n'y a pas de miracle, dans le sens où effectivement, il y a des répétitions, il y a des choses qu'on redit, il y a des moments de découragement. Toutefois, la joie, c'est de s'apercevoir aussi qu'on a une meilleure qualité, une meilleure relation, qu'on a confiance en nous, que nos enfants ont confiance en nous. Enfin, là, je laisserai les autres peut-être partager plus là-dessus, mais pour moi, il est là le miracle. Ouais. Héloïse, ouais, ça m'intéresse aussi parce que tu as toi aussi un regard sur le développement de l'enfant. Méthode miracle, comment tu vois ça aussi à ton niveau? Alors, c'est vrai que moi, du coup, je suis vraiment. Alors, moi, spécialiste du trauma et la parentalité, Ouais. je suis vraiment plus spécialiste de l'enfant, en fait, et Oui. de neurosciences, développementales, affectives et sociales. Et effectivement, déjà, être parent, je pense que c'est très compliqué. Et je pense qu'on a aujourd'hui une espèce de ode à la parentalité un peu idéale et idéaliste qui met beaucoup de pression aux parents, mais même les parents qui sont s'ancrent cette parentalité qu'on peut dire positive galèrent. C'est difficile d'être parent parce qu'en fait, on est sans arrêt à faire des êtres immatures qui parlent beaucoup, qui nous interpellent beaucoup, qui demandent toute notre énergie, qui nous réveillent la nuit, qui nous réveillent le matin à 6 heures. Forcément, être parent, en fait, être parent, c'est vulnérabilisant dans le sens où on va gérer des petits humains en fait qui sont en plein développement. Et je pense que moi pour les parents que j'accompagne pas individuellement en ce moment, mais en conférence et en formation, j'en fais beaucoup. En fait, le déclic se fait aussi sur beaucoup quand on les aide en fait, on les accompagne à changer de regard sur leur enfant. Voilà, je leur explique comment ça se passe dans le cerveau d'un enfant, comment ça se passe un cerveau en développement, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas encore. Et en fait, quand on leur permet de changer de représentation sur l'enfant, c'est pas un petit être tyrannique, c'est pas un être malveillant naturellement qui veut vous pourrir vos journées ou qui vous casse les pieds par faisant exprès, c'est vraiment un être en fait qui est en plein développement. Et en fait, quand on explique que le cerveau met beaucoup de temps à maturer, voilà, il met 25 à 30 ans à maturer, que quand on a un enfant à la maison qui a 2 ans d'âge, 5 ans d'âge, 10 ans d'âge, il est encore maximum à un tiers de sa maturation, et ce qui est très très long. Donc du coup, faut vraiment, je pense que quand on change de regard sur l'enfant, ça amène déjà toute une autre forme de parentalité.
Parce que voilà, la question qu'on me pose souvent, par exemple, c'est pourquoi est-ce que quand je gronde mon enfant, parce que c'est beaucoup le mot qui revient, il se met à me sourire. Est-ce que c'est de la provocation? Et beaucoup de parents me disent ça. Donc forcément, ils sont provoqués, hop, alors dans une forme de rapport de force, ils enclenchent eux-mêmes un rapport de force et ils s'énervent de plus belle, ils se disent, allez, ils ne me respectent pas, etc., etc. Alors quand on explique juste que le sourire de l'enfant, comme ça, en rapport de force, c'est juste un signe de stress, parce que en fait, voir son parent énervé, ça le vulnérabilise beaucoup, ça le stresse énormément. Donc c'est juste un réflexe conditionné de l'enfant et pas un signe de provocation. Déjà, le parent, en fait, il change un peu de relation à l'enfant. Donc quand on reprend les tableaux du quotidien et on les amène à voir différemment l'enfant, son comportement et son développement cérébral, je trouve que ça fait énormément de clics chez les gens. Même si, effectivement, et comme tu dis Mariam, il y a beaucoup de réactivations traumatiques parce qu'il y a eu beaucoup d'enfance, d'enfants parmi les parents aujourd'hui qui ont été un peu élevés avec l'autoritarisme. Donc, c'est pas parfait non plus, mais je trouve que c'est une porte d'entrée qui fonctionne extrêmement bien avec les parents. Il y a juste de regard sur l'enfant, finalement. Très bien. Bon, il y a le contexte de crise sanitaire qui nous impacte aujourd'hui, depuis maintenant plus d'un an, on va dire même. Oui. Être parent dans le contexte de crise actuelle, et peut-être ça rajoute une complexité, je pense, en plus, quoi. Donc c'est un contexte lourd. Peut-être, je trouvais intéressant, Myriam, de t'entendre aussi sur finalement aussi ce qui a pu être observé durant la crise. Oui, absolument. Moi, je veux bien revenir juste, est-ce que c'est une méthode miracle? Parce que c'est pas du tout une méthode, en fait, hein, c'est pas du tout une méthode, c'est une façon d'être. Et encore une fois, je veux insister, c'est pas une façon d'être avec ses enfants seulement, c'est une façon d'être pour soi. C'est-à-dire, c'est une façon d'être qui permet aussi de rassurer l'enfant qui restait en nous, qui était un enfant souvent très maltraité par les parents ou par l'école, ou voilà, pour les générations précédentes, quand même, on ne considérait pas que l'humiliation pouvait détruire un certain nombre de choses dans les circuits neuronaux de l'enfant. Moi, je crois que ce qu'il faut que les parents comprennent, parce que moi, j'ai compris, par exemple, dans ma parentalité, entre des aînés très grands et puis une petite plus petite avec une différence d'âge, il y avait eu des différences de comportement chez nous. Quand on a compris, en fait, contrairement à la croyance qu'on avait tous, c'est que pour que nos enfants soient adaptés à un monde qui n'est pas toujours un monde de bisounours, il faut que nous-mêmes, dans la famille, on ne gâte pas trop, entre guillemets, gâter les enfants, c'est-à-dire qu'on les aide à se débrouiller un peu tout seuls, à gérer leur crise tout seuls, parce qu'on ne sera pas toujours là. On a beaucoup de parents qui disent, mais je ne serai pas toujours là. Donc, en fait, ce qu'on a découvert depuis bien 20 ans maintenant, et avec le comportement de l'attachement, c'est que, et je crois que les parents comprennent très bien ça, parce que c'est aussi leur besoin essentiel. Le besoin essentiel d'un être humain, c'est la sécurité. Donc, il faut savoir que toute l'espèce humaine, Homo sapiens, s'est développée avec deux éléments extrêmement importants, ses capacités à coopérer, son empathie pour comprendre ce qui se passe chez l'autre, c'est ce qui nous a permis de devenir social et d'avoir un cerveau social. Et donc, c'est ce qui nous a permis aussi de comprendre un peu quels sont les besoins de nos enfants, donc de survivre et de devenir cette espèce dominante. Et l'autre aspect dont il faut vraiment tenir compte quand on est parent et adulte pour son propre équilibre, c'est notre capacité à avoir peur très vite. C'est-à-dire que toutes les structures de notre cerveau sont immatures quand on est, vous voyez bien, vos enfants ne peuvent pas vous parler, ils ne peuvent pas courir, ils ne peuvent pas mettre une cuillère à la bouche, etc. Et ils ont néanmoins une petite structure qui est au milieu de leur cerveau, qui s'appelle l'amygdale. C'est le centre de la peur. Eh bien, cette cellule-là, cette zone-là, elle est quasi mature à la naissance. Elle ne demande qu'une seule chose, c'est de se renforcer. Ce qui veut dire pour vous les parents que plus votre enfant le plus souvent aura peur et sera en insécurité, plus cette amygdale va devenir une championne olympique. Et quand votre enfant va grandir, ce centre de la peur, eh bien, il explosera à tout moment sous forme de colère, d'agressivité et de violence. Donc, vous voyez, toute l'éducation, mais l'équilibre d'un être humain aussi, c'est sa capacité à mettre un peu cette espèce d'amygdale, qui n'a rien à voir avec les amygdales au fond de la gorge, que l'on enlève, cette amygdale qui est toujours prête à se mettre en route, qui se met en route, par exemple, quand vous traversez au feu vert et que vous avez un bus qui ne respecte pas le feu rouge. C'est votre amygdale qui vous sauve. Vous ne passez pas par le cerveau dont parlait Héloïse tout à l'heure, qui est mature entre 25 et 30 ans, qui est le cerveau préfrontal, derrière votre front, et qui vous permet de dire, bon, moi je passe au feu vert, j'ai raison, le bus est en train de ne pas respecter la loi, je suis en danger. C'est-à-dire que ce que je voudrais vous expliquer, c'est que même quand vous êtes adulte, cette amygdale, elle a pour fonction de sauver votre vie. Voilà. Et chez votre enfant,
Prenons un bébé de 2 mois, par exemple, ou 1 mois et demi, il a faim, il a froid, il est mal à l'aise, il va pleurer. Aujourd'hui, tous les pédiatres et tous les pédopsychiatres, et les psychologues, les thérapeutes familiaux vous disent ne laissez pas pleurer votre enfant. Votre enfant pleure, il ne sait pas pourquoi. Il a un vécu physiologique, biologique. Il n'est pas suffisamment élaboré pour se dire tiens, je vais embêter maman, c'est l'heure de la sieste, ou papa qui vient juste d'arriver de travailler. C'est un orage émotionnel et la seule personne qui peut calmer cet orage émotionnel, c'est vous. Donc, il faut que vous compreniez bien que plus tôt vous intervenez, plus tôt vous rassurez votre enfant, moins cette amygdale dont on parle et qui pose tant de problèmes à des tas de gens qui sont incapables de réguler leurs émotions et leur colère et leur violence, sera, elle, mise sous le boisseau de la réflexion, du bien-être, de la sécurité. Donc, contrairement à ce qu'on pensait, plus vous rassurez votre enfant, plus il sera en capacité de se gérer tout seul ultérieurement. Voilà ce que je voulais dire quand même déjà sur les aspects interactionnels, parce que moi, c'est l'aspect que je traite, l'interaction précoce parent-enfant. Mais je crois que c'est important que les parents comprennent pourquoi on leur dit il ne faut pas laisser pleurer vos enfants. Parce qu'autrement, ils se disent tous, ils me le disent, ça va devenir un enfant extrêmement gâté. Ça va devenir un enfant sécure, surtout. Voilà. Et autonome. Plus on est anxieux, moins on est autonome. Héloïse, toi qui as beaucoup aussi travaillé sur ces sujets. Oui, c'est mon sujet de prédilection. Bah ouais, ma thèse sur le développement émotionnel précoce. Donc, c'est vrai que les émotions, c'est mon dada. Et en fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Mariam, c'est intéressant de le préciser. Et juste pour compléter, justement, cette fameuse amygdale, la bonne nouvelle, en fait, la mauvaise nouvelle, c'est que quand effectivement un enfant pleure seul ou un enfant est soumis à un stress fort, du coup, l'amygdale va enclencher via toute une réaction en chaîne neurochimique dans son cerveau, la sécrétion de stress, de cortisol, on en a parlé tout à l'heure. Et en fait, ce qu'on a découvert il y a une vingtaine d'années avec l'avènement des neurosciences affectives et sociales, c'est qu'en fait, l'ocytocine va agir comme un anti-inflammatoire de l'amygdale. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement, du lien social, qu'on va sécréter notamment par le pot à pot. Le pot contre pot est la voie royale de sécrétion d'ocytocine. Et en fait, c'est par exemple quand on prend un enfant dans les bras, quand on caresse sa peau, quand on lui parle doucement, quand on apporte juste sa main ou son corps contre le sien, donc via aussi l'odorat, ça s'enclenche. Et en fait, toutes ces démarches affectueuses, chaleureuses, tendres, empathiques vont favoriser la sécrétion d'ocytocine qui va venir anti-inflammer en fait l'amygdale, c'est vraiment l'antidote du cortisol, et donc du coup faire aussi favoriser la maturation de certaines aires cérébrales qui vont permettre plus tard la régulation émotionnelle, l'auto-inhibition, l'autocontrôle, la planification, l'empathie, etc., etc. Donc en fait, avant, pour caricaturer un petit peu, mais avant, toute l'éducation un peu plus autoritariste était fondée en fait sur des sécrétions plus de cortisol plus fréquentes, souvent, et en fait on sait qu'aujourd'hui que le cortisol agit comme du poison sur le cerveau de l'enfant en développement, que ça ferait la maturation des aires, ça ferait le système immunitaire, etc., mais aussi les compétences cognitives, intellectuelles, mémoire. Et à l'inverse, toute la parentalité, on peut dire positive, va s'ancrer sur une plus grande sécrétion d'ocytocine, justement, grâce à ces rapports humains plus chaleureux. Notamment quand l'enfant est en pleine colère, on va éviter de le mettre seul dans sa chambre, comme on pouvait avoir avant, ou le crier dessus, ou l'enfermer seul dans sa chambre pour qu'il finisse sa colère tout seul. On va essayer d'apporter justement l'ocytocine pour venir anti-inflammer justement ce fameux amygdale dont parlait Myriam. Ouais. Alors, du coup, ça fait bien le lien avec le contexte qui, à mon avis, aussi peut rajouter une couche à tous ces mécanismes en termes de gestion aussi du stress. La crise sanitaire, parce que c'est le thème de ce webinaire, c'est finalement une période aussi qui représente peut-être un défi supplémentaire pour les parents. Myriam, c'est intéressant aussi de t'entendre sur finalement ce que tu as pu observer aussi durant cette crise, parce que voilà, il y a un certain nombre de manifestations finalement assez directes qui sont finalement des impacts de la crise sanitaire chez les parents qui sont peut-être l'un des publics qui a été les plus marqués par tout ce confinement, ces événements, cette incertitude aussi. Alors, ce que j'ai pu observer, je cherchais les statistiques là, mais aussi ce qu'on a étudié. Ouais. Ça, c'est très important parce que ça a été très étudié en population générale. Alors, la première chose à dire avant de parler de la parentalité même, c'est qu'évidemment, l'effet Covid et l'effet confinement a été, en termes de santé mentale, une catastrophe publique. C'est-à-dire qu'on a une explosion des troubles anxieux, une explosion des tentatives de suicide, en particulier chez les adolescents. Bordeaux, Charles Perrin, c'est plus l'hôpital psychiatrique, qui est un gros hôpital psychiatrique, qui a à peu près les mêmes taux que partout ailleurs en France. Bordeaux, on est plutôt dans un contexte de vie agréable,
dans une région plutôt privilégiée, même s'il y a beaucoup de difficultés pour beaucoup de personnes, c'est plus 80% de demandes d'arriver aux urgences des adolescents. Donc, c'est gigantesque. Puisque, bien évidemment, puisqu'on parle de famille, les 80% qui arrivent aux urgences avec des idées suicidaires sont évidemment les 80% qui arrivent avec des flanqués de familles vulnérables. Je donnais un cours aux internes en psychiatrie cette semaine, mardi, et j'avais une interne en psychiatrie qui travaille dans un service d'urgence dans la région et qui me disait, mais quand les jeunes arrivent à une tentative de suicide, souvent les familles sont bizarres. Et c'était très mignon, entre guillemets, ce terme de bizarre qui n'était pas de la psychiatrie. Mais bien sûr, les familles sont déjà impactées, sont des familles vulnérables. Donc, c'est la première chose. L'impact du Covid a été très important sur l'ensemble de la santé mentale des Français, déjà les plus vulnérables. Il faut savoir que sur des Français qui avaient des métiers qu'ils pouvaient tranquillement faire en vidéo et dans de très bonnes conditions sociales, ça a été un impact positif. On ne peut pas imaginer que sur tous les parents, le confinement ait eu un impact négatif, c'est faux. Donc, on va discriminer un peu et dire que, par exemple, pour les parents des classes sociales favorisées qui, enfin, avaient le temps de passer la journée avec leurs enfants au lieu de courir partout et d'amener les enfants à 15 activités différentes, ça a été beaucoup plus positif que leur vie habituelle de famille. Ils en ont profité parce que c'est des familles qui ont des ressources intellectuelles, relationnelles. Ils ont pu profiter de ça pour renforcer les liens. Bon, voilà, ça, c'est quand même important de le noter. Ça n'a pas été le pire pour tout le monde. Ensuite, il y a eu une amélioration, et ça, on a été très surpris, pour les parents dont les enfants peuvent avoir des handicaps assez lourds. Et en particulier, il y a eu des suivis de familles avec des enfants avec des troubles autistiques qui ont montré qu'en fait, pour les parents, il y avait un soulagement parce qu'en plus du travail des parents, il n'y avait pas à courir partout pour toutes les heures ou presque toutes les heures et demie amener l'enfant à des soins spécifiques. La psychomotricité, l'orthophonie, voyez, la piscine, et avec beaucoup de surprises. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste des troubles autistiques, mais donc je lis les travaux, je vois mes collègues, avec beaucoup de surprises des parents qui auraient pu se sentir un peu débordés par le fait qu'il n'y avait plus de prise en charge de leurs enfants, ont découvert pour une partie de ces enfants-là que les enfants étaient beaucoup plus calmes et que les symptômes régressaient. Donc, en termes de psychopathologie des enfants, on a appris, et je pense que j'espère que ça va maintenir notre réflexion collective, que peut-être certains enfants sont très stimulés par trop d'activités. Et enfin, un mot pour en revenir à ce sur quoi nous on travaille et ce pourquoi on essaie d'être utile, bien sûr. Il y a eu beaucoup de parents pour lesquels ça a aggravé les difficultés relationnelles, parce que 24 heures sur 24 avec leurs enfants, puis plus le travail en vidéo ou en visio en permanence, plus pour beaucoup d'entre ces parents, un boulot qui était perdu. Il ne faut pas oublier qu'il y a des millions de gens qui n'avaient plus de boulot du tout. Tout le monde n'a pas pu, je pense au bâtiment. Alors, dans le premier confinement, c'était arrêté, à la restauration, tous les gens qui ont aussi des salaires modestes dans la vente de vêtements, des choses comme ça. Les gens qui ont déjà des précarités sociales se sont retrouvés au chômage sans savoir s'ils retrouveront un boulot. Donc ça, c'est un facteur de stress majeur pour les enfants. Beaucoup de parents aussi ont pu vivre une grande impuissance par rapport aux résultats scolaires que leurs enfants devaient atteindre. Parce que c'est toujours pareil, quand on fait partie d'une classe privilégiée, qu'on a fait bac plus 10 ou 12, quand on accompagne son enfant en CP ou en collège, on se sent compétent, à juste titre sans doute. Quand ce n'est pas le cas, eh bien, beaucoup de parents ont guillemets, pété les plombs, comme ils disent. On a notre page Burnout parental France, et là, on a eu des parents qui étaient désespérés de ne pas y arriver. Il faut dire que souvent, ces parents sont aussi des parents qui souhaitent faire le mieux possible, et qu'un des facteurs de risque du burn-out parental, c'est le perfectionnisme. Ce sont des parents qui veulent tout faire bien sans vraiment lâcher prise. Donc, tu vois, Arnaud, on a des résultats quand même qui sont contrastés, vraiment contrastés, selon les catégories de parents. Et par rapport à cette problématique, on va dire, parce qu'on a beaucoup parlé de problèmes, si on regarde du côté des solutions, finalement, oui, face à cette incertitude, face à cette période qui peut être vécue avec beaucoup de stress, donc un surcroît de stress, quelles sont finalement les premières ressources
que chaque parent peut, voilà, peut mobiliser, que ce soit des ressources internes en lui ou des ressources externes d'après vous. Donc sur le versant plutôt des solutions, par quoi commencer? J'ai envie de dire, voilà, comme ça, Nadine, je ne sais pas, sur cette gestion du stress, par quoi on peut commencer en tant que parent pour faire face finalement à tous ces signaux, à cette pression? On parlait tout à l'heure de surpression aussi. Par quoi on peut commencer? Par quoi on peut débuter? Alors, je pense que Myriam a mis le doigt dessus Oui. parce qu'effectivement, il y a cette pression effectivement d'être parfait. Alors, quand il a fallu faire, on y a tous eu droit, hein, l'école à la maison en plus du reste. Ça n'a pas été simple. Et je pense que la première chose, effectivement, c'est déjà de se prendre un temps pour soi, c'est déjà de s'écouter en tant que parent. Effectivement, la parentalité positive, les compétences psychosociales, etc., c'est déjà aussi sur un savoir-être et déjà savoir qui on est, justement de savoir quelles sont nos forces, quelles sont nos compétences, sur quoi on peut s'appuyer. On en a tous, mais on ne s'arrête pas toujours déjà pour se poser ces questions-là. Donc, il y a plein de techniques, hein, il y a plein de méthodes pour justement s'arrêter, se poser, se dire « Ok, là, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de m'écouter ». Parce que le besoin de repos, le besoin de… Effectivement, on parlait de sécurité, c'est une forme de sécurité. Donc, tous ces besoins-là, ils sont essentiels pour notre sanité, hein, pour notre fonctionnement optimal. Et donc, c'est déjà de savoir où on en est. Et ensuite, effectivement, on peut faire des petits exercices très pratiques de se dire, OK, là, je me fais un listing. Dans telle situation, sur qui je peux compter, à qui je peux demander de l'aide. Et c'est très simple à faire et c'est un peu basique. Mais c'est vrai que le soutien social perçu, c'est-à-dire la capacité qu'on a de se dire, dans telle situation, j'ai d'autres personnes qui peuvent m'aider, qui peuvent m'appuyer, qui peuvent m'accompagner, c'est essentiel pour aller bien. Et de se dire, bah là, si j'ai un problème financier, qui est-ce que je peux appeler? Si j'ai un petit coup de mou, voilà, avec qui je peux en parler? Si j'ai besoin d'aide pour les devoirs, parce qu'effectivement, peut-être que je ne me sens pas en capacité d'expliquer les maths de 5e à mon fils, eh ben, est-ce que je peux voir avec des voisins? Enfin, c'est un peu de faire déjà le listing, j'ai envie de dire, déjà des ressources qu'on a, qu'elles soient amicales, professionnelles, familiales, et puis d'aller voir. Souvent, on n'est pas conscient de toutes les ressources qu'on a. On peut être surpris de se dire « Ah mais oui, du coup, là, il y a le voisin, lui, c'est un prof de maths, et puis son fils est dans la classe du mien. Tiens, est-ce que lui, il ne pourrait pas faire les maths ensemble? Et puis moi, je les prends pour de l'anglais ou du français ou pour une autre activité, etc. » Donc, alors, il y a plein de choses hein, dans la liste que tu me demandes. On pourrait en parler pour Ouais. Bah, ça heures. m'intéressait de savoir finalement par quoi commencer. Donc, mieux se connaître et puis repérer déjà les premières ressources qu'on peut potentiellement mobiliser sur telle ou telle problématique, sur telle ou telle situation. Myriam, de ton côté, la gestion du stress, Oui. comment tu l'appréhendes au quotidien avec les familles que tu accompagnes? Alors, pour ce qui est de la gestion du stress en temps de confinement, Oui. parce que ce n'est pas la même chose autrement. Parce que dans le craquage des parents, et donc ce qu'on appelle aujourd'hui le burn-out parental, qu'on définit bien et qu'on arrive à traiter, il y a un déséquilibre entre les ressources et les stress. Et les ressources que nous avons, c'est que même si c'est une personnalité que l'on aura toute notre vie, on reste un parent, on ne divorce pas de ses enfants, on a d'autres types de personnalités, professionnelles, sociales, amicales, qui la plupart du temps viennent nous enrichir et puis créer un équilibre avec notre stress parental. Donc, de fait, là, toutes ces ressources amicales, sociales, professionnelles, associatives, sportives, elles avaient disparu pour les parents. Donc, dans l'épuisement, dans les critères de diagnostic du burn-out parental, le premier critère, c'est l'épuisement. Et c'est celui qu'il faut traiter d'emblée. Donc, en fait, un des premiers posts au début du confinement que j'ai envoyé sur les réseaux sociaux, c'est laisser tomber les cours des enfants. Parce que c'était impossible. Et moi, je pensais que l'école devait s'adapter à cette pandémie internationale, qu'il fallait certes faire travailler un peu les enfants, mais qu'il ne fallait pas imaginer qu'on allait avoir les mêmes résultats que les enseignants, parce qu'on allait de toute façon s'épuiser. Donc, dans l'épuisement, un des premiers travaux qu'on a fait avec les parents, c'est parce que leur dire puisez dans vos ressources, ils ne savent pas ce qu'ils ont comme ressources, donc c'est terrible. Il faut qu'on les aide à en trouver. Une des premières choses, c'était quel est le moment dans la journée que vous ne pouvez garder que pour vous.
parce que l'énergie psychique, c'est comme un sablier. Une fois qu'elle est vidée, il n'y en a plus. Et si vous n'êtes pas dans un contexte pour en refaire, c'est-à-dire si vous continuez d'être dans un contexte de stress, vous allez glisser très facilement vers le burn-out parental, les maltraitances, la dépression, etc. Donc nous, notre urgence, Arnaud, face à tous ces parents, ça a été de les aider à repérer quel était le moment dans la journée qui ne pouvait être un moment que pour eux, 1 heure. D'accord. Même un bout de canapé, même dans des trucs, dans des contextes avec très peu de surface autour d'eux. Ça, c'était très concret, ça. vraiment vital pour qu'ils se retrouvent, au moins que les stimulations qui sont envoyées par les hurlements des enfants ou par les demandes permanentes ou par les attentions puissent cesser pour que les gens puissent avoir un peu de repos. Ça a été la première chose qu'on a mise en place. Ah, ok. C'est une belle manière, finalement, oui, de débuter sur ce chemin. Peut-être aussi un autre versant sur la communication. Finalement, dans cette situation de stress, Héloïse, qu'est-ce qu'on peut dire à son enfant? Voilà, voilà, jusqu'où on peut aller dans l'expression, parce que c'est aussi, finalement, peut-être une part de risque dans le fait de communiquer sur son stress personnel. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les enfants sont tellement enfin, comment dire, même si effectivement, il y a beaucoup de familles qui vont dire je vais parler à mon enfant comme si je vais dire voilà, tout va bien, je vais bien, je suis un peu fatiguée. Souvent, les parents disent je suis fatiguée. Tu vois, c'est vraiment le terme qui revient tout le temps. Et je suis fatiguée, ça cache tout, ça cache la colère, ça cache la tristesse, ça cache. Et je pense que le début, en fait, d'un mieux-être familial, vraiment, et je mets des guillemets partout, c'est déjà pratiquer un peu l'auto-empathie envers soi-même, donc déjà prendre conscience de quelle émotion de traverse un minimum. Alors, c'est vrai que tout le monde n'a pas une intelligence émotionnelle qui permet de faire ça, mais néanmoins, c'est s'orienter déjà vers qu'est-ce que je ressens moi, en fait. Est-ce que je suis stressée? Est-ce que c'est de l'angoisse? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de l'horreur? Enfin, est-ce que c'est du dégoût? Et après, s'en parler à son enfant. De toute façon, en fait, l'enfant a une communication non verbale qui est extrêmement prédominante dans sa communication. Donc, même si on dit je vais bien et qu'on transpire à la stress, il le sentira. Et ça va le stresser, et tout le monde sera stressé. Et donc, il y a un phénomène de contagion aussi émotionnel qui est très important, même cellule familiale. Donc, je pense que déjà, c'est prendre conscience de soi, son émotion, ce qu'on traverse, et le dire à son enfant. Enfin, et en fait, d'ailleurs, parce que les études montrent justement que les parents, enfin, quand on voit les parents, enfin, les enfants dont les parents, en fait, mettent des mots sur leurs propres émotions à eux, donc vraiment, je suis en colère, je suis triste, je suis fatiguée, je suis stressée, ça fait des enfants, plus tard, qui arrivent mieux à réguler leurs propres émotions. Parce qu'on vient développer, en fait, l'intelligence émotionnelle des enfants, et leur quotient émotionnel, qui d'ailleurs est un meilleur révélateur de réussite scolaire que le quotient intellectuel lui-même. Donc, en fait, beaucoup passe par l'émotion. Donc, je pense, voilà, prendre conscience de son émotion à soi et mettre des mots sur son émotion et le dire à son enfant. Voilà, je suis stressée pour telle et telle raison. Et c'est pas tabou, en fait. Et je finis sur un point qui est intéressant, parce qu'en fait, souvent, aujourd'hui, je trouve qu'on met le paquet sur l'émotion de l'enfant. On va faire des boîtes à émotions, des cartes émotions, des coussins à émotions, enfin, tu vois, ça, des jeux à émotions, enfin, il n'y a que ça, quoi, des livres à émotions. Et encore, j'en écris sur les enfants, donc je suis coupable aussi. Mais n'empêche on met le paquet sur l'émotion de l'enfant, et l'émotion de l'adulte, et ben, on en parle vachement peu, comme si elle était tabou, comme si elle était sale, tu vois. Alors que les émotions, non, ça nous traverse, c'est neurobiologique, c'est chimique, c'est des hormones, c'est des tripes, enfin, tout le monde les traverse. Donc, je pense qu'il faudrait voilà, plus démocratiser l'émotion aussi de l'adulte, plus la rendre transparente, parce que c'est pas sale et parce que l'enfant, de toute façon, la décrypte très très bien avec son petit cerveau. Mais le problème, c'est que si c'est non congruent, c'est-à-dire que si les signaux verbaux que le parent émet, je suis un peu fatigué ou je vais bien, et ne sont pas du tout congruents dans le même sens que les signaux physiques et juste émotionnels qu'il émet, c'est quand même hyper insécurisant pour un enfant, quel que soit l'âge d'ailleurs. Et concrètement, ça donne quoi comme formulation? C'est je me sens, Ouais, aujourd'hui, je suis un peu tendu. En fait. Je me force. Et en plus, c'est vraiment, l'étude montre que le seul fait de mettre en mots des émotions, déjà, ça désenflamme un petit peu l'amygdale aussi. On parlait tout à l'heure, Marianne. Donc, en soi, c'est déjà thérapeutique, en fait. On va pas dire prenons les enfants comme des psys, hein, c'est pas ça. Quoique ça pourrait être une paire de coups comme ça. Mais juste, voilà, je me sens triste, là, je suis fatiguée. Bah, tu vois, là, mon employeur me demande des choses impossibles à faire. Je me sens difficulté. Il y a l'école qui me demande aussi de faire des choses pour toi. C'est que c'est compliqué pour moi. Mais je vais y arriver, mais c'est compliqué et je suis sincère avec toi. Voilà, je pense que l'honnêteté émotionnelle dans une cellule familiale, même une cellule de couple, n'importe quelle cellule, favorise vraiment les rapports humains et encourage aussi l'enfant, du coup, à verbaliser plus tard aussi ses propres émotions et à les réguler, du coup, de fait. Très bien. Merci pour ces précisions. Tout à l'heure, on parlait d'épuisement parental. C'est vrai que c'est un terme qui est de plus en plus repris. On parle même de burn-out. Je crois que Myriam l'a évoqué. Oui.
Peut-être nous en dire quelques mots, parce que Bien sûr, c'est vraiment quelque chose aussi qui revient beaucoup dans les médias. absolument. D'un point de vue peut-être des parents, ça peut être aussi intéressant de voir aussi c'est quoi les premiers signes, les premiers signaux, qu'est-ce qui fait que sur quoi on doit être alerte, qu'est-ce qui caractérise le burn-out aujourd'hui. Et puis j'ai une autre question un peu en parallèle, parce que ça me traverse aussi aujourd'hui. C'est aussi la question du voilà, quels sont les liens avec le burn-out professionnel. Ça aussi, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est quelque chose d'un peu différent? Voilà, peut-être t'entendre là-dessus aussi, Myriam, et puis aussi les autres intervenants. Ok, oui, puisqu'à l'Institut Michel de Montaigne, on s'est formé au burn-out parental parce que ça apparaît maintenant être un trouble, une difficulté qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut avoir comme autre trouble relationnel ou voire trouble mentaux. Ça n'en est pas un, mais donc tout est parti du burn-out professionnel qu'on connaît, hein, dans les définitions ont infusé partout dans la presse grand public. Et le burn-out professionnel, il faut se rappeler qu'il a d'abord été employé à propos des soignants. C'est intéressant parce que le concept de burn-out professionnel, qui est très couramment employé aujourd'hui, a été défini face à l'épuisement et une forme de détachement des soignants à l'hôpital et des soignants en blouse blanche. C'est-à-dire que ce qui était à un moment donné noté du point de vue des professionnels, c'est que des professionnels qui étaient investis dans leur métier se retrouvaient épuisés et avec des caractéristiques particulières. En particulier, une sorte de distance par rapport aux patients. Et cette distance pouvait prendre aussi une forme un peu ironique ou un peu rejetante, ce qui était quand même assez atypique. Voyez, c'est-à-dire que l'empathie du soignant pour le patient n'existait plus. Donc, on avait l'épuisement, la perte d'efficacité et cette espèce de désinvestissement, bien sûr, du patient en tant que sujet. Voilà. Donc, le burn-out parental, il est passé ensuite dans le vocabulaire commun, hein, pour tout métier, où on peut se retrouver épuisé, en perte d'efficacité, et le troisième critère, en disqualifiant complètement l'intérêt de ce que l'on fait. Alors, il faut différencier très rapidement, parce que ce n'est pas l'objectif. Vous pouvez être en burn-out parental et ne pas être en dépression. Ce qui signe la différence aussi, on n'a pas le temps là, de faire des différences, si vous voulez, étiologiques, mais pour les parents à qui ça peut arriver, quand vous êtes en burn-out professionnel, il suffit que la personne s'arrête, elle n'est plus en burn-out. C'est un critère diagnostique très simple. C'est-à-dire qu'un médecin psychiatre intervient, il estime que vous êtes en burn-out professionnel, il vous met 6 mois en arrêt maladie, vous allez retrouver la joie de vous occuper de vos enfants, de faire votre jardin, les courses, vous voyez. Par contre, si on vous remet dans le cadre du boulot, manifestement, les stress sont tels que vous allez retrouver le burn-out professionnel. Donc, le burn-out professionnel, il est lié à des contextes professionnels qui favorisent le burn-out professionnel, mais aussi à des vulnérabilités particulières chez le sujet. Voilà, il y a des personnes parmi nous, parmi vous, qui seront plus sujettes au burn-out professionnel que d'autres, selon le statut que vous allez avoir dans votre entreprise et aussi selon votre capacité à refuser des tâches que vous ne pouvez pas faire. Et là, on a le glissement vers le perfectionnisme des parents. Hein, parce qu'on s'occupe beaucoup en thérapie, on a des gens qui arrivent avec des burn-out professionnels qui ont débouché sur des dépressions parce qu'il n'y a pas eu d'arrêt, parce que la personne n'a pas voulu partir, elle a eu un épuisement tel qui a eu un impact après sur la vie familiale. Mais la plupart du temps, ça peut être différencié. Alors, on en vient au burn-out parental, qui est défini maintenant depuis une bonne dizaine d'années, avec 4 critères qui ne pouvaient pas être les mêmes que le burn-out parental, le burn-out professionnel, pardon. Le premier, c'est toujours le même, et c'est ce qui doit nous alerter, c'est l'épuisement. Voilà, c'est l'épuisement, et ce qui va avec, c'est l'absence de plaisir à être avec ses enfants. Il faut savoir que la parentalité, Héloïse, tu le disais tout à l'heure, c'est facteur de stress, mais c'est aussi facteur de joie. Pour les parents, c'est beaucoup d'ocytocine, et si on sait à peu près se débrouiller, si on est dans un contexte où on a la possibilité de passer du temps avec ses enfants, c'est un bonheur immense. C'est-à-dire qu'être avec ses enfants, ça peut aussi, quand on a la chance de ne pas être dans des milieux où il y a trop de stress, pas de problèmes conjugaux, etc. Néanmoins, c'est fréquent quand même. Il y a beaucoup de parents qui ont un bonheur fou à être avec leurs enfants. Et à faire des activités avec eux. Donc, la perte, l'épuisement et la perte de plaisir, ça, ce sont les 2 choses, en particulier la perte de plaisir, qui doivent vous alerter, vous, en tant que parent. Vous n'avez plus aucun plaisir à être avec vos enfants.
Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, bien sûr, ça n'est pas, c'est la perte d'efficacité dans ce que vous allez faire, et ça va être la distanciation par rapport à vos enfants. Alors, vous allez vous sentir distant. Et des mamans peuvent nous dire que quand l'enfant pleure, alors que d'habitude ça l'émeut, mais cette maman, on a des témoignages terribles en fait de la souffrance des parents sur notre page Facebook. Pour ceux que ça intéresse, vous mettez sur la page Facebook Burnout Parental France et vous allez avoir des témoignages de parents vraiment qui font froid dans le dos, où une maman dit qu'elle peut laisser pleurer sa petite fille, ça lui fait plus rien. Même parfois, elle a 2 ans, la gamine, et que peut-être même à un moment donné, ça lui fait même plaisir, elle n'en a plus rien à faire, elle ferme la porte, elle s'en va. Et cette maman ne se reconnaît pas. Donc, le 4e critère, et qui est très important pour différencier le burn-out parental des parents qui ont toujours été maltraitants, c'est l'effet de contraste. C'est-à-dire, et tous les parents me disent, je ne me reconnais pas dans le parent que je suis devenue. Voilà, ça, c'est pas moi. Moi, j'étais pas comme ça avant. Ça me faisait plaisir d'aller chercher mes enfants à l'école. Là, dès que je les vois, j'ai l'impression que je suis agressée. Donc, vous voyez, c'est l'aspect contraste aussi. Parce qu'on a des parents qui, dès qu'ils sont parents, en fait, ne sont pas parents, sont juste parents comme ça sur le statut social, si vous voulez, des parents biologiques, mais ne sont pas parents. C'est-à-dire qu'ils ont une histoire telle que tous les mécanismes d'attachement ne se sont pas mis en place du tout. Ils ne supportent pas leurs enfants, ils les maltraitent gravement. Donc, nous, chez les psys, on différencie bien sûr, le parent maltraitant, pour lequel on va demander un placement parce que l'enfant sera en grand danger, du burn-out parental, où on va pouvoir aider les parents à travailler sur eux, sur leurs ressources, sur leur histoire, tout ça. Et donc, c'est le contraste beaucoup. Et en quoi finalement, en quoi finalement ça peut être impactant pour soi-même, ça je pense l'avoir entendu, mais est-ce que du coup en quoi ça peut être dangereux ou risqué pour l'enfant lui-même, le fait qu'on soit épuisé en termes de développement? Oui, alors il va y avoir plusieurs choses que l'épuisement du parent va jouer. Ça va jouer sur les facteurs relationnels, évidemment. C'est-à-dire que le parent ne va plus être en état de réguler émotionnellement son enfant puisqu'il sera lui-même épuisé. Et vous-même, moi je m'adresse à nous tous quoi, en tant qu'adultes, on peut être des ressources très importantes pour nos amis ou nos proches quand ils sont dans la détresse si on n'est pas épuisé. Et si vous êtes totalement au bout du rouleau, vous ne pouvez plus rien pour les autres. Vous avez besoin de nouveau d'avoir un moment de répit dans les stress pour que vous puissiez refaire de l'énergie psychique, ça c'est évident. Donc il y a ce facteur relationnel et Arnaud, il y a aussi un facteur éducatif qui est très important, qui est qu'on peut ne pas, ça peut aller jusqu'à ne pas remplir des obligations alimentaires pour l'enfant par exemple. Ouais. Et donc, et on voit aussi augmenter, et de façon différente d'ailleurs chez les pères et chez les mères, les éléments de maltraitance et les addictions chez les parents. C'est-à-dire que le burn-out parental, les mères tombent en burn-out parental beaucoup plus tard que les pères. Si vous voulez, il en faut moins pour un père pour être en burn-out parental que pour une mère. Alors, je sais que si dans notre public, il y a des personnes qui souhaitent qu'on ne parle plus de genre, mes propos vont les choquer. Je ne dis pas que c'est lié forcément à la biologie, mais simplement les enquêtes montrent, si vous voulez, que c'est comme ça. Voilà, peut-être que c'est un fait culturel, je ne sais pas. De même qu'hélas, en période de Covid, toutes les enquêtes qui ont été faites en Europe ont montré que, donc chez des jeunes couples, les femmes ont continué de faire 70% des activités à la maison. Donc ça reste encore un vrai combat. Donc la dépression, pour les parents, les idées suicidaires chez les mères et les idées de fugue chez les pères, avec plus de départs de pères. Et évidemment, le risque, c'est la maltraitance. Par négligence, alors souvent c'est par négligence dans le burn-out parental pour des parents qui auparavant étaient des parents adaptés. Et l'autre aspect, c'est la maltraitance active. Ça peut être, on peut devenir violent, on peut commencer à cogner ses enfants et à ne plus du tout se reconnaître dans... Donc il y a des facteurs de risque pour les enfants qui sont réels dans le burn-out parental des parents. Ouais, très bien. Avant d'en arriver, j'espère pas, à ce type de pratique et effectivement des signaux de malveillance, on va parler prévention, on va parler aussi aujourd'hui un sujet qui nous anime beaucoup, qui s'appelle le développement des compétences psychosociales. Alors c'est un thème, ça fait presque un peu jargonneux, un peu technique. Et là, on touche à un sujet important qui est le sujet de la prévention, prévention de l'épuisement, voire même promotion de la santé mentale, on pourrait dire. Je pense à Nadine, tu peux nous en dire un mot? C'est vrai que c'est un thème, c'est un sujet
aujourd'hui fait l'objet d'une attention importante. On sait voilà, l'intérêt qu'on peut avoir à accompagner les parents et accompagner aussi les individus à développer ces compétences. Peut-être nous dire voilà, quelles sont ces compétences dans un premier temps, qu'est-ce qu'on met derrière ce terme compétences psychosociales et aussi du coup en quoi c'est si important de les développer justement pour éviter toutes ces situations d'épuisement. Oui, alors effectivement, je suis bien d'accord que le terme n'est pas toujours bien sympa. Quand on fait des cafés des parents, etc., on évite, voilà, on choisit d'autres termes. Moi, j'aime bien le terme en anglais qui est life skills, qui sont en fait les compétences de vie. Parce que finalement, c'est rien d'exceptionnel, j'ai envie de dire, c'est les compétences qu'on développe pour voilà, surmonter les épreuves du quotidien, et qui sont effectivement, en gros, je ne vais pas vous donner la définition de l'OMS, mais qui sont ces compétences qui nous permettent d'être bien avec nous-mêmes, voilà, en ayant une auto-évaluation positive de nous-mêmes, d'être bien avec les autres dans nos interactions avec les autres, avec la société, avec notre environnement, donc tout ce qui est de la communication positive, et puis tout ce qui est aussi des compétences donc, pour être bien avec nous-mêmes, les compétences émotionnelles, par exemple. On a parlé tout à l'heure des émotions, les connaître, les identifier chez nous et chez les autres, les exprimer et les réguler, et ne serait-ce que déjà de les connaître. Et Louise l'a très bien dit, en fait, on a un vrai déficit d'hygiène émotionnelle, j'ai envie de dire, dans nos sociétés. Et avant de vouloir aller sur les enfants, eh ben, peut-être que déjà, si nous, on arrivait à avoir ne serait-ce que du vocabulaire, moi, quand je fais des ateliers avec des professionnels, je suis étonnée sur les émotions d'avoir toujours les mêmes mots. Je suis en colère. Il n'y a pas le mot je suis irritée, je suis embêtée, je suis. Non, c'est toujours un mot pour chaque famille d'émotions, alors qu'il y a tout un panel et il y a toute une variété entre une petite colère et une grosse colère. Et c'est vrai que déjà, avec des adultes qui auraient ce vocabulaire et qui pourraient le transmettre, du coup, par imitation, voilà, par bain linguistique, et Louise l'a dit aussi, et je le répète, ne serait-ce que déjà d'identifier cette émotion et de l'exprimer, on est déjà dans la régulation d'émotions. Donc, il y a donc ces compétences émotionnelles, les compétences relationnelles qu'on a vues sur la communication positive, sur l'affirmation de soi, sur la résolution de conflits positive, et puis toutes les compétences cognitives qui sont plus sur voilà, l'auto-évaluation positive de soi, savoir qui on est et quelles sont nos forces, quelles sont nos compétences, sur quoi on peut s'appuyer, la résolution de problèmes, face à une situation, comment je résous le problème sans le faire du déni ou sans escalader en fait les problématiques. Le fait de savoir être en pleine conscience, alors je sais que des fois c'est des mots tabous pour certains, mais voilà, tout ce qui est pleine présence, c'est un savoir-être, d'être présent à l'instant présent, ça nous aide justement à pouvoir identifier par exemple ses émotions ou à mieux voir le problème. Donc ces compétences, c'est vraiment des compétences de vie, c'est vraiment comment je les développe pour être bien avec moi-même, bien avec les autres, bien avec mon environnement. Et tout ça, ce sont des facteurs de protection. C'est ce qu'on appelle des facteurs de protection, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'en santé mentale, finalement, toutes les difficultés qu'on peut avoir, l'anxiété, la dépression, enfin les troubles internalisés, externalisés, ces compétences psychosociales, elles y répondent en termes de protection. Donc là, par exemple, dans le burn-out parental, effectivement, quand on a réussi à développer ces compétences-là, qu'on les avait déjà, ça nous protège effectivement de tout ce qui peut nous arriver en période encore plus compliquée que d'habitude. Et quand on est finalement en situation d'épuisement, comment on peut développer malgré tout ces compétences? Est-ce que c'est le moment d'y aller, entre guillemets, ou est-ce qu'il vaut mieux faire autre chose? Par rapport à l'état énergétique, comment tu vois les choses? Parce que c'est aussi la capacité finalement à changer. Ça demande de l'énergie de changer. Ouais, alors c'est marrant parce que là, depuis 1 an, moi, j'ai pratiquement été au chômage technique, puisque du coup, toutes mes interventions, la plupart de mes interventions étaient annulées, que ce soit des formations ou des ateliers. Et on me disait, c'est pas le moment. Ouais, et moi, dans ma tête, je me disais, mais c'est tellement le moment. C'est justement tellement le moment. Alors, j'entends par contre la surcharge. Myriam l'a bien dit, en fait, le burn-out, c'est un déséquilibre entre les ressources que j'ai et entre les demandes qui sont faites de l'environnement. Et c'est vrai que si j'y vais en me disant, il faut que je le fasse, il faut que je m'améliore,
Oui. Si on se rajoute cette pression-là, j'ai envie de dire, effectivement, c'est pas le bon moment. Après, on peut aussi l'aborder de façon différente. Alors, c'est vrai que dans l'idéal, on aurait eu en fait une espèce d'hygiène émotionnelle et de connaissance de soi tout au long qui nous permet justement dans ces moments-là de puiser dans nos ressources pour y faire face de façon adéquate. Ça, c'est l'idéal d'avoir cette hygiène-là et effectivement de ne pas attendre la crise pour se dire tout à coup, tiens, il faut encore que je me rajoute plein de choses. Mais dans les compétences psychosociales, par exemple, il y a des choses vraiment qui vont parler aux parents parce qu'il y a l'écoute de soi aussi. C'est pas toujours se rajouter aussi des choses ou faire des choses pour les autres, c'est m'écouter. Myriam l'a dit au début, la première chose à faire, c'est de se dire, OK, là, dans cette situation, quel est mon besoin? Moi, j'aime beaucoup tout ce qu'on fait sur les émotions et sur le besoin qu'il y a derrière. Parce que finalement, si j'ai telle émotion, c'est qu'il y a un besoin derrière. Un besoin de repos, un besoin d'interaction sociale, un besoin de respect. Enfin, et finalement, comment je vais pouvoir aller mieux si je n'ai pas réussi à voir quel est le besoin qu'il y a derrière? Parce que du coup, je ne vais pas forcément avoir la réponse adéquate. Et du coup, d'avoir bien conscience de ce besoin et se dire, ouais, là, en fait, j'en peux plus, là. Là, c'est juste trop. J'ai besoin de souffler ou j'ai besoin d'être seule. J'ai juste besoin d'être seule et de fermer la porte et de me dire, ben là, je vais dans mon bain sans que les enfants viennent. Maman, 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 est-ce que tu... Donc déjà, la première chose, effectivement, c'est de s'écouter, de savoir quel est mon besoin, sans mettre en danger, bien sûr, ceux qui sont dans la maison avec nous. Mais c'est très important. Et je pense qu'on peut, en situation de crise, justement, avoir comme un déclic et se dire, bah, tiens, peut-être que c'est le moment de m'écouter. Parce que peut-être que finalement, justement, si c'est si difficile pour moi à ce moment-là, c'est parce que déjà avant, je me mettais effectivement, enfin moi, la famille, la société, l'école, etc., mettaient cette pression-là. Donc, je pense qu'on peut y aller après, effectivement, sans ce carcan et sans cette idée de… En plus, il va falloir que je sois parfaite dans mes compétences psychosociales. Hein. Alors, attention, hein, il va bien falloir que je connaisse mon vocabulaire des émotions. Oui, Non, on va lâcher du lest, hein, on va lâcher prise, on va faire du mieux qu'on peut dans les conditions qu'on a. C'est important. Et sur le développement des compétences psychosociales, on a parlé de développement pour soi, et finalement, de quelle façon ça se répercute chez l'enfant? Est-ce que développer ses compétences psychosociales pour soi, c'est aussi développer celles de l'enfant? Héloïse, comment tu identifies ça en termes de mouvement et puis aussi de pratique parentale? Peut être que bénéfique, effectivement. Quand, alors comme tu disais, Nadine, le parent a une hygiène émotionnelle. J'aime bien cette idée d'hygiène. J'ai pas entendu ce terme, mais je trouve ça vraiment, vraiment intéressant, en fait. Quand le parent a une hygiène émotionnelle qui est satisfaisante, quand il met des mots sur ses émotions, quand il fait attention, voilà, à sa régulation et à tous ces compétences de vie dont tu parlais, effectivement, ça peut que se répercuter. Il faut pas oublier qu'en fait, que le parent est un modèle social pour l'enfant. L'enfant est doté d'un puissant vecteur d'apprentissage qu'on appelle l'imitation. Et donc, du coup, c'est vraiment par imitation que l'enfant apprend la vie. Et donc, ces compétences de vie, elles sont forcément après transférables à l'enfant. Mais pas de manière directe, on va demander à l'enfant d'appliquer tel et tel concept, mais juste par imitation et par observation, l'enfant va beaucoup plus se familiariser avec ces concepts-là et il va les intérioriser très naturellement, finalement. Donc oui, complètement. Ce sera beaucoup plus… Mais bon, je pense que le plus dur, en fait, c'est pas de faire passer à l'enfant, c'est que l'adulte, en fait, soit animé de ces compétences-là. C'est ça le plus difficile. Hein. Et est-ce qu'il y a des petits exercices, des activités, des pratiques qu'on peut comme ça avoir en tête? On parlait tout à l'heure d'identification des émotions. Voilà, est-ce qu'il y a comme ça des pratiques que vous pourriez nous présenter assez concrètement de façon à ce que les personnes présentes puissent demain, pourquoi pas, expérimenter quelque chose d'un peu nouveau? Alors, c'est un peu difficile, hein, cette question, parce qu'il faudrait partir d'une problématique. Myriam, Nous, ce qu'on a demandé, je suis en train j'ai pas mal d'exemples, je regarde ce que les parents répondaient au fur et à mesure qu'on leur proposait des choses. Parce que nous, quand on leur dit il faut que vous vous réguliez et tout ça, en fait, ils nous répondent bah, c'est super et comment je fais quoi. Hein. Ouais. Vous voyez, c'est comment j'expérimente la régulation. Moi qui n'ai pas eu de parents qui m'ont régulé et j'avais des parents qui ne se régulaient pas et je ne me régule pas comme parent. Donc là, ça devient extrêmement compliqué, surtout quand ils font pas un travail en thérapie familiale. Donc à distance, comment on peut les aider? Alors, un des éléments qui a été le plus aidant là, dans le burn-out et au moment où les gens commençaient à perdre le contrôle, c'est les repas. C'est-à-dire on a réinstitutionnalisé des repas en demandant aux parents de s'asseoir à table avec les enfants
de faire en sorte que le repas soit pris à une heure régulière. Ça, c'était encore possible pour eux dans le confinement. Parce que c'est important, quand on veut développer les ressources des parents, de leur donner des choses qui sont accessibles. Et c'est vrai qu'avec ce confinement, ça nous a pris la tête, quoi, parce qu'on peut toujours dire aux parents, on ne pouvait pas leur dire, allez jouer au foot avec votre enfant. Vous voyez, enfin, donc, c'était les repas à heure fixe pour que tout le monde se repère, parce qu'il n'y a plus de repères, hein, c'est quand même le danger, ça a été le grand danger de ce confinement, et avec des consignes très particulières pendant le repas, évidemment, 0 écran. Alors ça, tout à l'heure, j'en dirai quelque chose, hein, parce que sur les troubles de développement de l'enfant et sur les troubles relationnels, on a aujourd'hui des travaux extrêmement sérieux, des travaux de la Société canadienne de pédiatrie ou de l'Association américaine de pédiatrie. Et je crois que c'est important, quand on a des parents, de leur dire, regardez un peu ce qui se passe de ce côté-là, puisque un des premiers impacts, c'est les états d'excitation du cerveau de l'enfant. Donc, ça devient très difficile à réguler, mais c'est pareil pour les parents. Et on avait donné des tâches pendant les repas avec des tâches pour le coup de représentation positive de la journée. Quel est le moment le plus positif que vous avez vécu aujourd'hui? Chacun répond, sans commentaire des autres. Voyez. Et quel est l'élément positif que j'aimerais vivre demain? Qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir un truc positif? Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On ne solutionne pas du tout les difficultés fondamentales de la famille. On lui permet d'avoir un espace à un moment donné où les contraintes pèsent moins, où on est dans une position d'écoute, on n'est pas en train de commenter mais parce qu'il n'a pas fait son devoir de géo et puis parce que moi j'ai fait un repas merdique, je n'avais pas le temps, je suis fatiguée. Et on a instauré pour pas mal de familles ce moment, et beaucoup de familles nous ont dit que ça avait commencé à être thérapeutique. On est vraiment dans la psychologie du quotidien. Hein. Ouais, en compter que les parents nous disent, je veux bien, mais qu'est-ce que je vais trouver de positif dans ma vie de mère là, depuis que je suis confinée avec mes gosses, voilà. Et en fait, les parents aussi ont commencé à trouver des petites choses qui leur faisaient plaisir, les enfants aussi, voilà. Et ensuite, on les a incités à trouver des activités où ensemble, ils seraient bien. Et du coup, il y en a qui ont réappris à jouer aux cartes, à faire des choses. Et ça suppose qu'il faut que les parents soient en sécurité et qu'ils n'imaginent pas qu'ils perdent leur temps en faisant ça. Ouais. Donc, ce n'est pas au détriment de l'école ou je ne sais pas quoi. Voilà, là, c'était pratico. Donc, pratiquer, expérimenter et j'imagine aussi identifier des effets, pouvoir partager ce qu'on a ressenti. Oui, très clairement, c'était en termes de plaisir. Ouais. Donc là, on rejoint les productions aussi d'ocytocine et tout ça. Hein. Et de surprise, parce que les enfants, ils sont incapables de dire ce qui leur a fait plaisir, ou même les parents. Hein. Dans une journée où vous êtes confiné à la maison et où tout va mal, voilà, quels sont les petits moments et quelles sont les activités qu'on peut faire ensemble. Et donc, certaines familles ont été très, très créatives. Hein. Nadine, de ton côté aussi, ça m'intéressait. Est-ce que comme ça, tu aurais quelques pratiques un peu à expérimenter dans notre quotidien de parents? C'est intéressant d'expérimenter, de tester des choses. Ouais, alors pour le coup, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a vraiment, tu disais, ça peut être compliqué, mais en fait, il y a plein de petites pratiques vraiment très simples. Je pense qui sont sur les fiches de la fête et qui seront aussi sur l'application, la partie qui va sortir la semaine prochaine de Koala Family. Et je vais donner des exemples très précis. Par exemple, sur l'auto-évaluation positive, par la pression de la société, par les feedbacks des fois de nos parents, de nos belles mamans, etc. On a tendance à se dire oh, mais moi, de toute façon, je suis trop nulle. Comment ça, je n'ai pas réussi à lui faire les devoirs, à l'amener au karaté, à faire ci. J'ai failli dans mon rôle. La maison n'est pas super rangée, nettoyée, etc. Bref, on voit plus. On s'ancre, en fait, on pose notre attention, ça s'appelle le biais de négativité, on centre notre attention sur ce qui ne va pas, sur ce qui est difficile, voilà, qui nous pose problème. Et finalement, l'idée, c'est d'ouvrir un petit peu avec des exercices, d'ouvrir notre champ attentionnel sur aussi ce qui va bien. Alors, ce n'est pas de nier ce qui ne va pas, c'est juste de rééquilibrer un petit peu la balance, hein, parce que la balance, pour l'instant, elle est comme ça. Donc, l'idée, c'est qu'on va rééquilibrer. Donc, un exercice très concret avec les parents, on les fait lister, on leur dit, quelles sont les 5 raisons pour lesquelles vous êtes le meilleur parent possible pour votre enfant? On n'est pas en train de dire le parent parfait, on n'est pas en train de dire que vous êtes le meilleur parent au monde, mais pourquoi vous êtes le meilleur parent possible pour votre enfant? Alors, dans les groupes, des fois, il y a des parents qui ont du mal, donc on accompagne, on dit, qu'est-ce qui vous permet de dire, en fait, voilà, vous êtes à son écoute, vous faites ça, vous êtes là, enfin, on essaye d'aller sur les choses du quotidien, et ça n'a pas besoin d'être des choses extraordinaires.
Mais en tout cas, vous êtes le meilleur parent possible pour votre enfant pour telle et telle raison, et de remettre en lumière ce qui va bien et ce qui fonctionne pour s'appuyer là-dessus, pour à nouveau le développer et continuer déjà ce qui va bien. Parce que des fois, même ce qui va bien, on l'oublie, on le met de côté parce qu'on est enseveli sur ce qui va mal. Sur la gestion d'émotions, sur les émotions, bah, déjà, c'est une connaissance, effectivement, déjà le vocabulaire. Donc, dans les fiches, il y a du vocabulaire et c'est des petits tableaux. C'est tout d'abord, avant de pouvoir changer quelque chose, il faut savoir où on en est. Donc là, tout de suite maintenant, quand je m'énerve, par exemple, bah, finalement, qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce que ça me fait dans mon corps? Quelles sont les pensées qui me traversent? Quel est le comportement que je peux avoir? Quelles sont ces conséquences du comportement? Et puis ensuite, effectivement, dans les fiches, il y a plein de techniques, ce qu'on appelle efficaces. C'est-à-dire que l'idée de la régulation émotionnelle, pour qu'elle soit efficace, il faut d'abord qu'elle fasse redescendre effectivement cette intensité, et puis qu'elle ne me nuise pas à moi-même et qu'elle ne nuise pas à autrui. Donc du coup, là-dessus, il y a plein de choses. Et la première chose qu'on a dit, c'est déjà, hop, effectivement, de savoir quelle est l'émotion qui me traverse, quel est mon besoin là tout de suite. Ça peut être des techniques relationnelles. Ben, tiens, j'appelle un ami, je partage ça avec lui. Ça peut être des techniques de résolution de problèmes, de dire, ben, là, je sais que aller faire les courses avec mon enfant, c'est compliqué. Du coup, voilà, il y a des demandes, je ne sais pas comment y répondre, ça me provoque des émotions désagréables. Et ben, qu'est-ce que je peux mettre en place? Est-ce que je peux demander de l'aide à quelqu'un qui va le garder? Est-ce que je vais lui apporter son jouet pendant les courses pour qu'il soit focalisé sur autre chose, etc. En tout cas, il y a effectivement, dans le développement de ces compétences, il y a déjà un retour sur soi. Et puis ensuite, ben, comment je peux changer les choses et des choses très concrètes. Pour les émotions, par exemple, un exercice facile et qui va nous aider dans cette hygiène émotionnelle du quotidien et face à la crise, c'est régulièrement dans la journée déjà de se faire un petit temps de « Ok, là tout de suite maintenant, comment je me sens? C'est ma petite météo intérieure. Quelles sont mes sensations corporelles? Quelles sont les émotions qui me traversent? Quelles sont mes pensées? » Et quand je dis quelles sont mes pensées, se souvenir que mes pensées ne sont que des pensées. Ce n'est pas la réalité. Quand je me dis, oh, je suis vraiment trop nulle, là, je suis à cette conférence, et quand j'entends Myriam, Héloïse qui s'expriment si bien, pourquoi je n'y ai pas pensé moi-même? Ceci est une pensée, ce n'est pas la réalité. Donc, je laisse passer ma pensée et je reviens. Ceci n'est pas du tout un exemple personnel. D'accord, pour dire que ce n'est pas une réalité. Ce n'est pas une réalité. Je suis compétente, je l'ai déjà prouvé par le passé, etc. Donc, je modifie un petit peu ma façon de penser. Mais en tout cas, déjà à chaud, à froid, pardon, cette hygiène émotionnelle, de l'avoir régulièrement à froid pour que ça devienne une habitude, pour que j'ai le vocabulaire, pour que j'ai cette ouverture de me dire là, j'ai besoin de ça, plutôt que d'aller tout de suite dans le comportement, se dire ah oui, là, attention, je sens maintenant, j'ai pris l'habitude, je sens mes muscles qui se tendent. Je sens mon cœur qui commence à accélérer. Ou là, il y a quelque chose à faire. Eh ben, 3 respirations. Moi, c'est magique. Hein. Alors, chez moi, c'est très clair, c'est 3 respirations. J'arrive à la maison, j'ai 44 animaux, 3 enfants, un mari, ils me sautent tous dessus en même temps. Maman, maman, ma chérie, waf, waf, fouf, fouf, etc. J'arrive, c'est juste ça. Je ne vais pas dans une méditation d'1 heure et demie. Je respire déjà 3 fois. Et déjà, rien que ça m'aide. Et puis éventuellement, l'expression. Vous savez quoi? Là, j'ai besoin en fait de prendre une douche. J'ai besoin d'écouter un morceau de musique. Je reviens vers vous dans 5 minutes. Voilà. C'est des choses concrètes, c'est des choses pas difficiles. Alors, je mets de grosses guillemets dessus parce que quand on a tout le reste et qu'on sent qu'on n'a plus d'autres solutions, ça peut paraître difficile. Et c'est là où, effectivement, l'aide qui peut être proposée par des applications, par des sites, par des livres, et puis par des groupes, par des institutions qui peuvent, du coup, aider à développer tout ça. Alors, tu parlais de gestion des émotions. Je pensais à la gestion de la colère aussi. Qu'est-ce que je peux faire quand je m'emporte trop ou que d'un seul coup, ça explose de façon à gérer cette émotion qui est extrêmement forte et qui parfois balaye tout. Qu'est-ce que tu nous conseillerais de la même façon? Alors moi, la première chose, c'est de dire déjà qu'on a le droit. Alors nous, en tant que parents, et l'enfant, il a le droit à sa colère aussi. On a tous entendu, moi quand je fais des ateliers, je fais lever la main. Alors qui a entendu dans son enfance, ne te mets pas en colère, ne sois pas triste. Et là, on a toutes les mains qui se lèvent. C'est fou, hein. Déjà, de dire qu'on a le droit. Bien sûr qu'on a le droit. Toutes les émotions sont légitimes.
elles sont toutes positives dans le sens où elles nous apportent toutes quelque chose. Après, il y en a qui sont agréables et d'autres qui sont moins agréables à vivre. Mais en tout cas, elles sont toutes utiles. Elles nous servent à quelque chose. Donc, dans la gestion, effectivement, de cette émotion, j'ai envie de dire que déjà, d'être bienveillant envers soi-même, je crois que c'est Louise qui l'a dit. Alors ça, c'est la base, la bienveillance envers soi. On est bienveillant pratiquement, on essaye de l'être en tout cas avec plein de monde. Quand la copine nous appelle en disant oh, et je suis nulle, et je suis... mais non, c'est pas vrai, regarde, tu sais, tu as été capable de faire ça, etc. Et nous, on ne se l'applique pas à nous-mêmes. C'est quand même fou. Donc l'idée, c'est déjà de cette bienveillance et de dire, OK, je me suis mis en colère, j'ai le droit. Par contre, effectivement, c'est quel est le comportement qu'il y a derrière. Si face à la colère, je frappe, j'insulte, je hurle, ben on sait que là, il y a effectivement, ça nuit effectivement à la personne qui est en face. Donc l'idée, c'est déjà d'aller voir ben, cette colère, finalement, elle vient d'où? Quel est le besoin qu'il y a derrière? Et la première chose, c'est déjà d'essayer d'identifier ce besoin-là. De quoi j'ai besoin et ensuite d'essayer de répondre à ce besoin. Est-ce que j'ai besoin de repos? Est-ce que j'ai besoin de contact social? Est-ce que j'ai besoin de respect? Alors, j'ai envie de dire que là, je n'ai pas de baguette magique. Si tu me demandes une chose, là, en 2 secondes, de comment gérer la colère, il y a tellement il y a beaucoup de choses différentes. Mais j'ai envie de dire que la première chose, c'est on a le droit d'être en colère, bienveillance envers soi-même. La bienveillance n'est pas de la complaisance. Ce n'est pas parce que je suis bienveillant que je vais me dire bah, c'est bon, j'ai le droit de me mettre en colère et puis de tout défoncer. Non, c'est d'aller chercher du coup qu'est-ce qu'il y a derrière et selon, parce qu'on est tous différents, on a tous des besoins différents, et ben comment je peux accéder à ce besoin. Si j'ai un besoin de repos, que Myriam l'a dit, est-ce que je peux choisir un canapé, une pièce de la maison, la douche, quelque chose qui va me permettre de souffler. En fait, la solution, elle sera différente pour chaque colère, pour chaque personne, selon le besoin qu'il y a derrière. Myriam, de ton point de vue, gestion de colère, parce que c'est un gros sujet. Oui, c'est un énorme sujet. Alors, ce que moi je dis aux parents, c'est qu'évidemment, ils ont le droit d'être en colère, mais il faut qu'ils quittent la pièce. Donc, il y a des enfants en bas âge, parce que les colères des parents sont destructrices pour les enfants. Et qu'il y a un temps pour eux, ils ont le droit d'être en colère, mais les conséquences sur les enfants vont être très lourdes. Et ensuite, le temps qu'il faut pour les parents, alors nous, avec notre centre de traitement du psychotrauma, on travaille beaucoup sur les déclencheurs. Et ça rejoint ce que Nadine disait tout à l'heure. Qu'est-ce qui nous déclenche? Alors bien sûr, si on a été violé dans un parking, comme une de mes patientes, et qu'on voit le mot parking dans la ville, on est déclenché. Ça, c'est facile. Je vous donne un autre exemple d'un père qui vit en thérapie familiale et qui a d'énormes conflits avec son fils qui a 20 ans, qui est toxicomane au cannabis. Pour lui, ses rages de père sont liées à la toxicomanie du fils. Je passe. En fait, on va se rendre compte très vite que le fils est très insécure dans l'attachement, ne se sent pas du tout en sécurité affectivement avec les parents. Il n'y a pas eu de violence, de maltraitance, mais il y a eu une espèce de lâchage affectif et qu'en fait, le père est réactivé à chaque fois par l'insécurité affective de son fils, que lui-même est très en insécurité affective. Donc la colère, avant qu'il découvre ce qui le met en colère, on a mis 6 mois de thérapie familiale. Vous voyez, moi, je voudrais dire aussi, je prêche vraiment pour les thérapies familiales aussi, c'est-à-dire que quand vous êtes en difficulté avec vos enfants ou thérapie de couple, il y a vous, il y a votre histoire, mais il y a votre contexte, il y a la relation, il ne faut pas hésiter à aller se faire aider parce que tout seul, c'est compliqué. Parfois, il y a du travail qui suffit de faire avec les groupes que Nadine, tu fais ou les conférences d'Héloïse, mais je trouve qu'il y a beaucoup de parents qui banalisent en fait, ils ne sont pas fous évidemment, c'est évident, ils n'ont pas de troubles et du coup ils se disent bon ça va passer. Ouais. Et en fait avec des thérapies familiales ou des thérapies sur les réactivations traumatiques de quelques mois, là le monsieur dont je vous parle il a 53 ans et en quelques mois, et c'est la technique, c'est pas moi particulièrement, hein, leur vie de famille a été complètement métamorphosée. Hein. Parce qu'on a traité les traumas du père avec des parents très rejetants et tout. Le gamin, il a arrêté de fumer complètement. Il s'est remis au boulot. Les parents sont en train de le rassurer, de refaire du lien avec un grand qui est au Brésil et qu'ils avaient un peu laissé tomber. Tout ça, au motif, c'est des parents très aimants, mais au motif qu'il faut que les gosses soient autonomes. Voyez. Et la mère, par exemple, maintenant, elle peut pleurer en disant « Mais moi, j'ai besoin de mes enfants. J'en ai marre de savoir, il y en a un troisième partout sur la planète et d'avoir des nouvelles seulement une fois par trimestre. » Vous voyez, 50 ans. Et cette famille va vraiment bien, ils sont super, enfin, ils sont en train de découvrir des trucs incroyables. Et donc, ce monsieur était incapable de gérer ses colères.
Et un des problèmes, il le disait, hein, le déclencheur, il savait que c'est quand il passait à table et qu'il y avait du monde autour de lui. Alors là, pour trouver les déclencheurs, on a mis du temps, vous voyez. Ouais. Donc les parents, n'hésitez pas, comme nous, quand on se met en colère, à vous dire, c'est quelque chose qui me dépasse. Je peux ne pas trouver le déclencheur, mais je peux me faire aider à trouver les déclencheurs. Être accompagné, effectivement, ouais, c'est aussi quelque Parce chose que ça peut être un essentiel. accompagnement assez bref, on n'est pas forcément parti pour 10 ans de psychothérapie, hein. Mais pour retrouver de la compétence, comme disait Guy Oslos, à se diriger soi-même. Il n'y a pas pire, en fait, que d'être l'objet de ses propres émotions. On n'a plus aucune capacité à se gérer. C'est très inquiétant. Colère du parent, colère de l'enfant. Alors, colère... excuse-moi, Nadia. Ouais, non, Héloïse. Héloïse, ouais, ça me semblait aussi intéressant parce que c'est aussi... et puis aussi le lien avec la parentalité positive. Est-ce que, voilà, gérer la colère d'un enfant d'un point de vue de la parentalité positive, comment ça s'exprime? Parce que souvent, on étiquette la parentalité positive du côté aussi de la parentalité un peu permissive. Et est-ce que finalement, tout est permis? Et comment gérer ces situations qui sont très compliquées quand on est un parent positif, quoi? Alors, c'est vrai qu'en fait, tu as raison sur le fait qu'il y a une idée reçue sur la parentalité positive, c'est cette espèce de confusion terminologique entre l'éducation positive et l'éducation un peu laxiste. Il y a 4 grandes éducations. L'éducation autoritariste, qu'on connaît bien, on en a parlé, hein, avec un pouvoir ascendant ou descendant, enfin plutôt un pouvoir descendant. L'éducation désengagée, bon, c'est encore des parents, enfin, c'est encore différent. L'éducation démocratique et l'éducation permissive. Et on a une confusion terminologique très importante, mais dans l'esprit des gens, comme dans les médias aussi, avec cette éducation démocratique et permissive. Alors effectivement, l'éducation démocratique, on pose un cadre, c'est juste qu'on ne pose pas de manière violente. Et typiquement, le cadre, c'est le même. Imaginons, je ne sais pas, je prends un exemple tout bête, dont un parent me parlait en conférence la dernière fois. Son enfant adore les vaches qui rient. C'est stupide, hein, mais il adore les vaches qui rient. Et le monsieur se posait un cadre, il s'était dit, voilà, comme il adore les vaches qui rient, d'accord, mais pas plus d'une vache qui rit par jour. C'est concret, c'est un enfant, je crois, de 5-6 ans, tout cassé. Et donc, du coup, le cadre, c'est pas plus d'une vache qui rit par jour. C'est un cadre qu'on pose. On peut poser de différentes manières. C'est-à-dire que quand l'enfant il va nous dire ah, je veux une deuxième vache qui rit, il y a deux manières de réagir. Ou il y a une manière de réagir frontale, disant non, ça suffit, et on crie sur l'enfant et on le recadre de manière un peu plus violente, avec la colère de l'adulte, parce que l'adulte est excédé par l'enfant, ou soit de manière plus, on va dire, positive, plus régulateur. L'enfant dit je veux une deuxième vache qui rit, on me dit non, ce n'est pas possible, on a fixé le cadre ensemble, tu sais très bien. Et là, l'enfant va dégoupiller, sans doute. Et après, c'est intéressant aussi le point de vue de Mayam. Même pour l'enfant, c'est pareil, on parle de déclencheur. L'origine de la colère n'est pas le déclencheur de la colère. Peut-être que d'ailleurs, là, en l'occurrence, ce qui va déclencher la colère, ça va être l'épisode de la vache qui rit, mais ce qui va induire la colère, c'est beaucoup plus de besoins satisfaits qui vont s'accumuler les uns aux autres. Il n'empêche que la manière de réagir, on va dire, voilà, je sais bien que le cadre, c'est celui-ci. L'enfant se met en colère, on se met à sa hauteur. Tout à l'heure, je parlais d'ostocide. On essaie d'apporter l'ostocide à l'enfant si on peut, mais c'est peut-être pas possible en le prenant dans les bras, ou alors en le touchant, ou alors en restant à côté. Et quand l'enfant est prêt à retrouver le contact avec le parent, on reste à sa disposition. Mais ça implique que le parent soit cool, hein, et que le parent ne soit pas lui-même en proie à l'émotion de colère. Parce que si lui-même, le parent, il a deux doigts dégoupillés parce qu'il y a un taux de cortisol qui est au max, parce que depuis ce matin, tous ses besoins sont insatisfaits, dans ces cas-là, effectivement, moi je pense comme Myriam, hein, on sort de la pièce. Vraiment, on ne se met pas en colère. Se mettre en colère, c'est extrêmement vulnérabilisant pour un enfant. Ça peut être extrêmement traumatique aussi, tout dépend de ce qui se passe. Mais même le seul fait de voir un parent en colère, qui mesure, qui est grand, qui a une voix qui porte, c'est impressionnant pour un enfant. Donc effectivement, moi je pars du principe on sort de la pièce. Et c'est ce que je fais avec mes filles d'ailleurs, quand je sens que ma colère monte, que ma tension monte, que mon rythme cardiaque s'accélère, que ma tension artérielle s'accélère et que ma respiration s'accélère, je change de pièce généralement. Mais on n'est plus à l'interaction avec l'enfant. Ouais, on protège l'enfant. Nadine, tu veux réagir? Vas-y, je t'en prie. Je voulais préciser, parce que tout à l'heure, j'ai dit on a le droit d'être en colère. Je parlais de l'émotion. On a le droit de ressentir l'émotion de la colère. Je parlais bien de l'efficacité qui était de ne pas nuire à autrui. Et bien sûr que se mettre en colère, de crier, de vociférer, etc. devant l'enfant, ça nuit. Et d'où tout l'intérêt, du coup, d'avoir cette hygiène, par exemple, chaque jour, de se dire, bah, tiens, là, comment je me sens, quelles sont mes sensations corporelles, parce que c'est ce qui va faire qu'en période de crise, on va plus vite repérer les signes et qu'on va plus vite, du coup, pouvoir effectivement mettre tout le monde en sécurité, j'ai envie de dire, parce qu'un bébé qui est tout seul sur une table allongée, ben, on ne va pas pouvoir quitter la pièce comme ça, mais en tout cas, le remettre dans son parc, et puis quitter la pièce, effectivement, et pouvoir avoir une expression de la colère qui n'est pas, du coup, adaptée face à l'enfant, mais qui, du coup, voilà, ne met personne en danger. Hein.
Dans la continuité finalement de notre échange, le rapport aux punitions, moi, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse par rapport à la parentalité positive. Est-ce que c'est une parentalité qui normalement ne permet pas de faire des punitions et jusqu'où on peut aller voilà, ça m'intéresse aussi de vous entendre parce qu'on est aussi dans quelque chose qui peut parfois être un peu antinomique ou source de représentation. Les punitions, d'un point de vue de la parentalité positive. Alors peut-être Héloïse, ouais, ouais, encore une fois. J'ouvre le bal et mesdames compléteront. Alors effectivement, la punition, c'était un outil à la base éducatif qui était très, très, très conseillé et préconisé de l'éducation autoritariste. On va asseoir un pouvoir sur l'enfant, on va arriver à nos fins rapidement. Ouais. Mais aujourd'hui, la punition, elle n'a aucune vertu pédagogique. En fait, la punition, c'est vraiment, de mon sens, une forme de décharge de l'adulte pour satisfaire son propre, pour décharger sa propre tension, dans l'interaction avec l'enfant, mais ça n'a aucune vertu pédagogique. Par exemple, une punition de base, ça pourrait être l'enfant, je sais pas, qui mange pas ses légumes verts. Bon, déjà, c'est normal, on le laisse tranquille, il peut ne pas manger ses légumes verts. La punition pourrait être, voilà, parce que tu n'as pas mangé tes légumes verts, bah, tu n'iras pas chez ton copain demain. Voilà, il n'y a aucun lien avec l'action commise, c'est l'adulte qui se décharge un petit peu. Effectivement, ça fonctionne parce que du coup, l'enfant vit dans la peur de la punition, donc il va plus être régulé par sa propre peur que par une vraie vertu pédagogique. Donc effectivement, la punition n'a plus n'a aucun intérêt dans la pédagogie actuelle positive et on la déconseille complètement parents. On essaie de trouver des alternatives du coup. Voilà, du coup, c'est l'autre versant. On parlait de pratiques parentales à favoriser. Est-ce qu'il y aurait des pratiques parentales à déconseiller parmi ce que vous identifiez au quotidien, comme des choses aussi qui sont un peu on peut en parler des punitions, des sources il y a peut-être des représentations aussi encore aujourd'hui que vous percevez, vous observez et qui seraient peut-être aussi Oui. à pas banaliser. Moi, je voudrais bien dire un mot sur les punitions pour compléter ce que dit Élise et ce que dit Héloïse, parce que souvent les parents vivent la punition comme un rapport de force. C'est-à-dire l'enfant ne veut pas faire ses devoirs, il devra les faire. Donc, il ne les a pas fait, donc je dois garder le pouvoir autrement. Je vais perdre le pouvoir. Et comment je vais me débrouiller de mon enfant s'il fait ce qu'il veut, il va être perdu, il ne va pas y arriver dans sa vie. Donc, c'est un rapport de force. Effectivement, moi, je suis totalement opposée aux punitions, pas par idéologie, parce que je ne vois pas à quoi elles servent. Voilà, ceci dit, j'ai des enfants et j'ai des enfants que je n'ai pas punis et qui sont adaptés. Donc, parce que je considère que quand les enfants ne font pas quelque chose, ce n'est pas une bêtise. Il faut expliquer aussi aux parents parce que les bêtises ou les caprices. Alors, un caprice, c'est quoi? Je veux une glace. Il est 18h30, à 19h, on mange. Donc, non, évidemment, tu ne peux pas avoir de glace. OK. On peut aussi, parce qu'on ne mange pas de glace à 18h30, on peut aussi négocier avec les enfants en disant exceptionnellement, tu te rends compte, c'est un cadeau génial. Ce soir, tu as une glace. C'est les petites règles et les grandes règles. Il faut que les enfants aient l'idée de négocier. Et contrairement à ce qu'on pense, on peut leur dire ça, c'est exceptionnel, mais le reste du temps, non. Et peut-être que de temps en temps, un dimanche sur deux, où tu peux avoir une glace. Vous voyez, l'idée, c'est aussi quand même de négocier. Pour les colères, moi, ce que j'explique aux parents, c'est qu'il faut rassurer l'enfant tout de suite. Donc, il faut effectivement le prendre dans les bras et tout ça, sauf si l'enfant vous rejette. Mais parfois, même quand les enfants rejettent, il faut vraiment les prendre dans les bras, les ceinturer avec beaucoup d'affection pour arriver à les réguler. Ensuite, vous avez dans les exemples très fréquents, si j'ai juste 1 ou 2 minutes sur ça, Arnaud, il n'a pas travaillé à l'école. Bon, tu n'as pas la moyenne, tu vas être puni. Les enfants qui n'ont pas la moyenne, ils n'ont pas la moyenne parce qu'ils veulent, c'est pas un désir pour eux de ne pas avoir la moyenne. C'est qu'ils espéraient s'en sortir et puis ils n'ont pas réussi à le faire. Parfois, ils n'ont pas réussi à le faire parce que les parents ne nous ont pas assez soutenus, puisque les parents sont aussi épuisés. Donc, moi, chez moi, par exemple, j'ai fait des trucs inverses. C'est-à-dire que les fois où, pour ma fille en particulier, la dernière qui a 20 ans aujourd'hui, quand il y a des trucs qu'elle n'arrivait pas à faire à l'école, je la consolais beaucoup. C'est-à-dire quand elle arrivait avec une note qui la rendait triste, je savais qu'elle était très malheureuse. Et souvent, quand elle était plus petite, je ne vous dis pas les commentaires de la nounou ou des grands-parents, je faisais un petit cadeau. En plus de tous les câlins et tout, je lui disais, écoute, c'est tellement dur ce que tu vis, tu as tellement fait tout ce que tu pouvais, allez bien. Et puis bon, voilà, elle avait une petite récompense. Et ce n'est pas de l'éducation permissive, c'est vraiment mesurer que cet enfant, elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Et voilà. Et autre exemple, un dernier en date, vous avez un enfant maladroit qui casse un robot qui a beaucoup de valeur parce qu'il fait des grands gestes.
et le robot en verre explose, là, les mixeurs. Et que font les parents? Ils hurlent sur le gosse. Moi, je ne dis pas du tout, mais rassurez-le, il est terrifié, cet enfant. Et effectivement, l'enfant n'a pas volontairement cassé le mixeur en verre qui vaut une fortune, et pour les parents, c'est beaucoup. Donc, je pense qu'il y a des défauts d'interprétation et que les enfants, s'ils sont éduqués comme ça, ils ont envie d'avoir de bonnes notes. Ce n'est pas parce quand ils ont été blessés par une mauvaise note, qu'ils ont été rassurés, qu'ils vont se dire ok, j'ai le droit d'être cancre. C'est l'inverse. J'ai le droit d'échouer, je suis soutenu, donc je continue à me battre. Alors que s'ils ne sont pas soutenus alors qu'ils échouent, vous êtes sûr qu'ils vont échouer encore plus. Hein. Voilà, moi, c'est ce que je voulais dire sur l'absence de sens complet des punitions, parce que ça ne répond pas aux besoins de sécurité de l'enfant. Ouais. Nadine, tu veux réagir, je t'en prie? En fait, l'exemple de Myriam est tellement parlant parce que j'ai toujours, on se permet parfois des choses avec nos enfants qu'on ne se permettrait pas avec personne d'autre. Par exemple, typiquement, l'enfant, il casse effectivement une assiette, quelque chose, et mais qu'est-ce que tu es voilà, bête, maladroit, mais c'est pas possible, tu seras puni en plus. Et votre meilleure amie, elle vient, elle vous casse une assiette, vous lui dites quoi? Question rhétorique. On espère on espère que vous dites ce que vous dites à votre enfant normalement. Écoute, c'est pas grave, ça n'a aucune importance. Moi-même, j'en casse. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, effectivement, on se permet parfois des choses avec les enfants qu'on ne se permettrait pas. Voilà, vous n'allez pas arriver avec quelqu'un même qui vous fait une queue de poisson dans la rue et puis le gifler ou le frapper ou voilà. Donc, en tout cas, l'exemple de Myriam m'a remis ça en tête. Et quand tu parlais des pratiques du coup éducatives positives qu'on pourrait, alors plutôt que de dire ce qu'il faudrait pas faire, parce que ça, je pense qu'on l'a un peu tous en tête, mais déjà remettre, encore une fois, moi je trouve que c'est quand même un petit coup de baguette magique celui-là, c'est d'ouvrir l'enfant attentionnel sur ce qui va bien. Et par exemple, son enfant, parfois on a tendance à dire mais il fait toujours des bêtises, il est jamais voilà comme ça. Alors déjà le toujours et jamais, hein, on sait ce que ça vaut. Et c'est déjà de se dire bah tiens aujourd'hui justement quel comportement il y a eu dans la maison qui ont fait que c'est satisfaisant. Et l'enfant finalement, si on arrive parce que on oublie, c'est-à-dire qu'on pointe toujours ce qui ne va pas. Et puis quand il a rangé l'assiette dans la vaisselle, quand il a mis son blouson tout seul, quand il est resté tranquille pendant que j'avais ma visio, merci Kazan. Il a bien briefé avant la visio et qui ne sont pas des comportements habituels et que là, ils ont eu lieu, et ben, c'est vraiment d'y aller et de dire ah, c'est super. Et là encore, l'expression de l'émotion. Mais ça me procure tellement de joie, ça me procure tellement de plaisir de voir voilà, ce comportement. Parce que, et on peut dire pourquoi, parce que du coup, ben, ça me repose, ça m'aide dans ce que je fais, ça me permet voilà, de faire autre chose. Enfin, et déjà de remettre, voilà, d'avoir cette vision-là, de s'en rendre compte, parce qu'on ne s'en rend pas toujours compte. Donc déjà, peut-être d'avoir une petite attention, comme un petit détective, de dire, tiens, aujourd'hui, mon enfant. Et puis au début, peut-être qu'on ne va pas trouver grand-chose. Puis petit à petit, on va trouver de plus en plus de ces comportements. Et quand on va les lui verbaliser et lui en faire prendre conscience, bah, l'enfant, il aura à cœur aussi de nous faire plaisir et de se rendre compte de ce qu'on attend. Parce que souvent, l'enfant, il ne sait pas ce qu'on attend de lui. On a tendance à lui dire, fais pas ci, fais pas ça, mais on ne lui dit pas, en fait, ce qu'on attend réellement. Donc déjà, voilà, remettre déjà le positif dans le sens de bah, qu'est-ce qui fait qu'il est satisfaisant et le lui verbaliser et lui montrer que ça nous satisfait et pourquoi et en quoi c'est important. Merci beaucoup, c'est passionnant. Puis du coup, on touche à des sujets très variés, et puis je crois des sujets très actuels aussi autour de la crise, la gestion de cette crise, la gestion des situations de vie, et puis aussi de comment on peut bah voilà, avancer sur ce chemin qui est complexe, qui demande parfois un peu de temps, puis en même temps être accompagné, comme l'a rappelé aussi Myriam. Il y a énormément de ressources aussi qui peuvent nous aider en tant que parents. On arrive un peu au bout de ce webinaire. Il nous reste, je pensais intéressant quand même de laisser quelques minutes aux participants qui le souhaitent pour bah, poser leurs questions, parce que vous en avez peut-être des questions personnelles ou non, des sujets qui vous intéressent. Il y a parmi vous des professionnels, j'imagine. Il y a aussi quelques parents aussi, bien sûr, et heureusement, parce que c'était le sujet. Voilà, donc on va vous laisser un peu de place. Moi, j'ai quelques questions aussi que j'avais reçues en amont, donc que je vais vous poser aussi si besoin. Voilà, je vous laisse, je laisse les participants, s'ils le souhaitent,
réactiver leur micro, hein, vous pouvez normalement. Et puis, je vous invite, si vous le souhaitez, à prendre la parole. S'il y a quelques questions comme ça qui émergent. Et puis, Cécilia, même si tu as des questions qui restaient en veille, Cécilia, avec moi sur le petit outil chat, on n'a pas eu trop de questions sur l'outil chat. Donc s'il y a des éléments que tu souhaites poser aussi, n'hésite pas. Alors moi, j'en avais une petite, allez, tiens, je vous la pose parce qu'elle m'intrigue aussi. Je n'arrive plus à supporter mon enfant, tout m'irrite. Est-ce normal ou non? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui souhaite s'exprimer là-dessus. On en a parlé un petit peu aussi tout à l'heure, mais ça touche aussi à la question, je pense, de l'épuisement. C'est-à-dire que nos enfants nous irritent, c'est bien normal. Tout dépend si c'est tout le temps, 100%. Mais je pense que quand le parent écrit ça, c'est que c'est beaucoup pour lui. C'est-à-dire que c'est fréquent, ce n'est pas des irritations passagères. Et il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est de la coparentalité. Ouais. C'est-à-dire que parfois, les mères ou les pères n'osent pas trop demander plus au conjoint. Et c'est la première ressource quand on a la chance d'avoir de la coparentalité. Voilà. Mais qu'on soit irrité, épuisé, qu'on ne supporte plus ses enfants, oui, c'est normal. Si ça dure toute la journée et très longtemps et plusieurs jours, non, ça ne l'est pas. C'est un marqueur de votre épuisement psychologique. Parlez-en à ceux qui peuvent vous aider autour de vous. Parlez-en. J'avais une autre petite question aussi. Que puis-je faire pour que mon enfant veuille coopérer avec moi? Une question large. Héloïse, la question de la coopération avec son enfant. Je pense que ce qui fonctionne bien vraiment dans la relation adulte-enfant pour la coopération, c'est de rendre l'enfant acteur. En fait, on voit bien que plus on laisse une marge de manœuvre importante à l'enfant, plus il s'en saisit, plus il est acteur et du coup, plus la coopération découle dans la relation. Et les deux parties sont satisfaites. Après, ça demande beaucoup plus d'énergie. C'est vrai que par exemple, un enfant qui veut pas mettre ses chaussures pour aller dehors, par exemple, la manière forte et économique serait de créer dessus. Je sais pas, à l'époque, on rapport de force et du coup, on insiste. La manière plus stratégique et plus respectueuse de ses besoins, de sa sensibilité, c'est d'essayer de lui balancer marge manœuvre. Par exemple, voilà, ben, on va dehors, à ton avis, il faut mettre quoi? Est-ce que tu mets tes chaussons, tes chaussures? Ça peut être sous forme de questions, ça peut être sous forme ludique, sous forme de challenge. En tout cas, c'est vraiment créer. Ça fait en sorte que l'enfant est acteur, en fait, avec une marge de manœuvre. Parce que les enfants, même tout petits, en fait, ils sont extrêmement sensibles. Cette autonomie, en fait, il faut vraiment s'en saisir et pouvoir l'alimenter dans sa relation. C'est vraiment ce que j'utilise tout le temps, ce que je conseille aux parents, ce que j'utilise moi-même en tant que maman de jeunes enfants. Et oui, Nadine. Je peux rajouter dans la collaboration aussi, on venait de le dire, mais c'est aussi de la façon dont nous, on formule nos attentes en fait. Oui. C'est-à-dire ce qu'on veut de l'enfant, qu'est-ce qu'on lui a dit? Par exemple, on lui dit « range ta chambre ». Je prends souvent cet exemple-là parce que qu'est-ce que ça veut dire « range ta chambre » ? Alors moi, en tant que personne, je suis déjà assez bordélique. Mais vu que j'ai quand même 44 animaux et 3 enfants, il y a un moment, il faut quand même que… Voilà. Et puis, mes enfants, je leur disais à minima, quand je rentrais dans leur chambre, c'est « Ah, je me fais toujours mal aux pieds parce que je marche sur un jouet, je marche sur vos vêtements qui, du coup, se ressalissent, etc. » Et du coup, quand je leur disais comme ça, très naïvement, « Range ta chambre », et que j'arrivais et qu'effectivement, il n'y a plus rien par terre, ils avaient tout balayé sous le lit. Mais quand je dis tout, c'est tout. Hein. Donc, les vêtements, les assiettes, les jouets. Et ils étaient très fiers d'eux. Mais vraiment très fiers, parce qu'ils avaient identifié que pour moi, la difficulté, c'est de marcher sur des choses. Du coup, ils pensaient avoir répondu à mon attente. Et voilà, donc dans la coopération, déjà, nous, c'est de faire attention à la façon dont ils disent les choses. Est-ce qu'on le dit de très loin, ils ne nous ont pas entendus? Est-ce qu'ils étaient en plein dans une activité qui leur prenait toute leur attention, toute leur énergie? Puis après, on s'étonne qu'ils ne viennent pas effectivement en courant nous aider. Oui, moi, honnêtement, quand je suis en train de lire un livre qui me passionne et que mon mari vient me dire quelque chose, je ne l'entends même pas. Donc, l'enfant, c'est pareil. Donc, quelles sont les conditions déjà, nous, de notre demande pour que cette coopération, elle puisse avoir lieu, en plus de tout ce qu'a dit Héloïse? Très bien, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, des réactions. On a balayé pas mal de sujets très, très différents et très actuels, encore une fois. Donc, très content. Dans quelques jours, je le redis, hein, pour les personnes qui n'étaient pas présentes au début, on a la sortie de notre nouvelle version de l'application Koala, donc avec un nouveau service qui s'appelle l'Atelier des parents positifs. Ça va reprendre beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui, avec l'objectif de permettre à chaque parent de développer
les 10 principales compétences parentales. On l'a rappelé, hein, avec aussi le souci d'une validation scientifique. Donc, vous découvrirez cette nouvelle application le 1er juin prochain à l'occasion de la Journée mondiale des parents. Voilà, donc on est très content d'avoir fait ce webinaire aujourd'hui avec vous. Et puis, comme je le disais aussi en début d'échange, il est enregistré, donc il sera retransmis sur la plateforme YouTube. Donc voilà, donc je vais remercier très chaleureusement. Myriam, vas-y, je t'en prie. Non, juste, c'est un instant, il y a beaucoup de questions sur les écrans. Et il y a beaucoup de gens qui ont des points de vue différents. Ça peut être donc, les points de vue différents, je crois qu'il faut s'appuyer sur des recherches. Je vous montre ce livre, je ne sais pas si on le voit. Oui, on le voit. Voilà, peut-être on pourra le mettre. C'est une des plus grandes spécialistes internationales des écrans. C'est-à-dire qu'elle a travaillé sur des centaines et des centaines d'enquêtes, suivi des milliers de gamins et tout ça. Et là, c'est un point très précis sur l'impact des écrans sur le développement. Voilà, c'est parmi les chercheurs les plus réputés au monde. Et ça permet en particulier de faire des liens souvent avec les troubles de hyperactivité, sur plein de choses. Voilà. Ouais, parce qu'on ne sait jamais en France tomber sur quel spécialiste. On a hélas des spécialistes psy qui ne sont pas du tout spécialistes, qui donnent leur point de vue et qui ne sont pas du tout basés sur un travail solide. Et des parents qui ne sont pas psy pourront très bien se retrouver dans ce livre. C'est une mine d'informations. Moi, j'ai appris beaucoup avec ce livre. Ouais, tu me donnes l'idée peut-être d'un prochain webinaire, voilà, sur les écrans, parce que c'est un sujet qui est quand même très, très actuel. Alors là, et qui est une source de débat qui est très, très importante. Et je crois que c'est vrai que cette crise, elle a aussi révélé peut-être encore davantage l'usage excessif des écrans, je crois, pour d'ailleurs beaucoup d'entre nous aussi. Donc voilà, un sujet, et puis je te remercie pour cette ressource, parce que voilà, c'est une ressource intéressante à partager. Donc je vais remercier chaleureusement nos 3 intervenantes. Remercier aussi Cécilia, qui était présente avec nous, qui est en stage à l'Institut et qui termine son stage superbement avec ce webinaire. Remercier bien sûr les participants. Voilà, et puis on est très heureux de ce webinaire. On réfléchit à d'autres webinaires, donc voilà, on vous tient informé. Voilà, donc j'en termine. Et puis si vous le souhaitez, comme certains l'ont fait, n'hésitez pas à nous mettre des petits mots gentils. C'est aussi ça la ou pas gentil si vous n'êtes pas content. Ou des questionnements que vous auriez. Voilà, on sera très heureux de les recevoir. Merci en tout cas à tous et merci pour votre invitation. Merci. Bon week-end à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.